Le millionnaire suivit en secret sa timide employée de ménage après le travail. Ce qu'il vit le submergea de larmes. Les chaussures d'Étienne claquaient sur le pavé mouillé tandis qu'il gardait ses distances. 30 mètres devant, Léa marchait, tenant sa fille par la main. Il ne savait pas pourquoi il la suivait. Il ne pouvait pas expliquer l'impulsion qui l'avait fait sortir de son bureau, descendre les escaliers, au lieu de prendre l'ascenseur, marcher derrière elle, comme un malfaiteur. Mais quelque chose dans la manière dont Léa avait refusé son pourboire ce matin-là, la 3e fois en 2 semaines, l'avait brisé à l'intérieur. La pluie fine faisait briller les rues de Paris. Les lumières des lampadaires créaient des halos orangés au crépuscule. Léa dépassa le premier arrêt de bus. Étienne fronça les sourcils. Elle dépassa le 2e, le 3e, le 4e. Mon Dieu, elle marche pour économiser le ticket de transport. La petite ne devait pas avoir plus de 6 ans. Elle courait pratiquement pour suivre le rythme de sa mère. Sa robe grise était usée à l'ourlet. Elle tenait quelque chose dans sa main qu'Étienne ne pouvait pas distinguer à distance. Ils marchèrent pendant 40 minutes. Le quartier changea progressivement. Les immeubles modernes cédèrent la place à des constructions plus anciennes. Les rues devinrent plus étroites. La Courneuve. Étienne avait entendu parler de ce secteur, mais n'y avait jamais mis les pieds. Léa s'arrêta finalement. La petite courut vers elle depuis l'entrée d'un immeuble délabré. Étienne se cacha derrière une voiture en stationnement, sentant son cœur battre dans ses oreilles. « Maman !» La voix de la petite traversa l'air humide. « Regarde !» Elle montra quelque chose à Léa. Un gobelet en carton rempli de pièces de monnaie. Le visage de Léa se décomposa pendant 1 seconde, juste 1 seconde. Puis elle sourit, mais Étienne vit le coin de ses lèvres trembler. « Quelle bonne petite aide tu es, mon amour !»« Est-ce qu'on a assez pour les œufs demain ?» demanda la fillette. Léa s'agenouilla, prit le visage de sa fille entre ses mains. « Demain, mon cœur, je te le promets. » Elle se releva et lui prit la main. « Allons acheter quelque chose de bon pour le dîner. » Ils se dirigèrent vers l'épicerie du coin. Étienne les suivit, restant dans l'ombre de l'autre côté de la rue. À travers la vitrine de l'épicerie, il les vit au comptoir. Léa versa les pièces du gobelet sur le verre. L'épicier, un homme âgé en tablier, les compta patiemment. Léa désigna quelque chose. L'épicier fit non de la tête, dit quelque chose. Elle acquiesça, désigna autre chose. Elles sortirent avec un sac en papier, une baguette, une bouteille de lait. C'est tout leur dîner. Elles n'entrèrent pas dans l'immeuble. Elles s'assirent sur le rebord du trottoir, sous le store de l'épicerie. Léa sortit le pain du sac, une baguette que le boulanger allait probablement jeter, et la cassa en 2. Elle donna la plus grosse moitié à la petite. Elles mangèrent là, dans la rue, sous la pluie qui commençait à tomber plus fort. La petite but une gorgée de lait directement à la bouteille. Léa essuya la bouche de sa fille avec le dos de la main, avec une tendresse qui transperça la poitrine d'Étienne comme un couteau. « On pourra acheter du beurre demain ?» demanda la petite. « On verra demain, mon ciel. Pourquoi mange-t-elle dans la rue ?» Elles finirent le pain. Léa rangea ce qui restait de lait dans le sac. Elles se levèrent, entrèrent dans l'immeuble. Étienne attendit 5 minutes, 10, puis il traversa la rue. L'immeuble sentait l'humidité et les ordures. Les murs étaient couverts de graffitis. Une fenêtre du 2e étage était cassée, recouverte de carton. Il monta lentement les escaliers. La pointe-rampe était desserrée. Au 3e étage, un couple se disputait bruyamment derrière une porte. 4e étage. Au bout du couloir, une faible lumière filtrait sous une porte. À travers une fente dans le rideau de fortune de la fenêtre, Étienne vit l'intérieur. Son souffle se coupa. Une pièce vide, murs à la peinture écaillée, un matelas à même le sol avec un drap râpé, un carton en guise de table, une ampoule, pendue à un fil dénudé. Léa était agenouillée près de la petite, l'aidant avec ce qui semblait être ses devoirs. La petite écrivait dans un cahier posé sur le carton. Léa désignait quelque chose, expliquait. La petite hochait la tête. Des vêtements pendaient à un fil tendu d'un mur à l'autre. 4 pièces en tout, pas de réfrigérateur, pas de cuisinière, pas de meubles. Elle nettoie mes sols en marbre, lustre mes baies vitrées, range mes meubles de designer et vide en ça. Étienne recula du couloir. Il descendit les escaliers en trébuchant, sortit de l'immeuble. La pluie tombait drue. Il arriva à sa voiture, une BMW, stationnée, 3 rues plus loin, et s'assit au volant, les mains tremblantes. Il alluma le moteur, l'éteignit, appuya son front contre le volant. 6 mois. 6 mois qu'elle nettoie mon bureau, et je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais vraiment vue. L'image de la petite, montrant les pièces de monnaie à sa mère, se répétait dans son esprit.
la manière dont le visage de Léa s'était décomposé avant de forcer ce sourire. Est-ce qu'on a assez pour les œufs demain? Une fillette de 6 ans s'inquiétant de savoir s'il y aura à manger demain. Étienne se prit la tête entre les mains. Les sanglots lui vinrent d'un endroit profond qu'il ignorait exister. Il pleurait et ne pouvait s'arrêter. Il pleurait de honte de sa propre cécité. Il pleurait pour les 34 ans qu'il avait vécus, sans voir que cela existait à quelques kilomètres de chez lui. Il pleurait parce qu'il avait offert 20 € de pourboire ce matin, moins que le coût de son déjeuner. Et Léa les avait refusés avec dignité. Dignité. Elle a plus de dignité dans sa pauvreté que moi dans toute ma fortune. Il tenta d'allumer le moteur à nouveau. Ses mains tremblaient trop. 1 heure passa avant qu'il ne puisse conduire. Quand il arriva finalement à son appartement à Neuilly-sur-Seine, 300 carrés mètres, 23 étages, vue sur le bois de Boulogne, il resta dans le parking souterrain à fixer l'entrée. Il ne put pas entrer. Il resta dans la voiture jusqu'à ce que le soleil se lève, 6 mois auparavant. « Voici Léa Dubois », dit Pauline, la responsable des ressources humaines. Elle sera chargée du nettoyage des étages exécutifs. Étienne leva à peine les yeux de son ordinateur. « Bien. L'horaire est de 6h à 10h du matin, monsieur Beaumont. Cela n'interférera pas avec vos réunions. » « Parfait. » Léa était debout près de la porte de son bureau. Étienne l'enregistra vaguement. Femme jeune, mince, vêtements simples. Elle gardait les yeux baissés. « Des instructions spéciales ?» demanda Pauline. « Qu'elle ne touche pas aux autres documents sur le bureau », répondit Étienne sans les regarder. « Tout le reste est standard. Compris ?» Elles sortirent. Étienne continua de travailler. Pendant les mois suivants, Léa fut invisible. Elle arrivait avant l'aube. Quand Étienne entrait à 7h30, son bureau était impeccable. Les sols brillaient. Les baies vitrées n'avaient pas une tache. La salle de bain exécutive sentait le citron. Il ne la vit jamais travailler. Ils ne parlèrent jamais. Étienne supposait qu'elle était plus âgée, être 50, 60 ans. Les femmes de ménage étaient toujours plus âgées, n'est-ce pas? Il ne se donna pas la peine de vérifier. Un matin de juillet, il arriva tôt pour une vidéoconférence avec des investisseurs à New York, 6h15 du matin. Il entra dans son bureau et s'arrêta. Léa était à genoux, nettoyant la plinthe derrière son bureau. Elle sursauta quand elle le vit. Elle se releva rapidement. « Pardon, monsieur Beaumont, je finis dans 5 minutes. » Pour la première fois, Étienne la regarda vraiment. Elle n'était pas âgée, une vingtaine d'années être. Visage mince, cernes profond, cheveux châtains attachés, mains rougies et gercées par les produits de nettoyage, et jeune, trop jeune, pour paraître aussi fatiguée. « Pas de problème, dit-il. Prenez votre temps. » Elle acquiesça. Elle retourna à son travail. Étienne s'assit à son bureau, mais ne put se concentrer sur la préparation de la réunion. Il l'observait du coin de l'œil. Léa nettoyait avec des mouvements précis, efficaces, attentive à ne pas faire de bruit. Quand elle passait près du bureau, elle retenait pratiquement sa respiration. Elle termina. Elle rangea son matériel dans le chariot de nettoyage. « C'est fait, monsieur. Bonne journée. »« Attendez, » dit Étienne. Elle se figea. Étienne sortit son portefeuille. Il compta 20 €. « Tenez, pour le bon travail. » Léa regarda l'argent puis lui. « Merci, monsieur Beaumont, mais je ne peux pas accepter. C'est un pourboire. Mon salaire est suffisant. Je n'ai pas besoin de plus. »« Quoi? Tout le monde accepte les pourboires. J'accepte seulement mon salaire convenu. » Sa voix était douce mais ferme. « Merci quand même. » Elle partit avant qu'il ne puisse insister. Étienne resta à fixer l'argent dans sa main. Qui refuse de l'argent supplémentaire? La question le poursuivit toute la journée. Dans les semaines suivantes, Étienne commença à arriver plus tôt. Pas intentionnellement au début. Il se retrouvait simplement à se réveiller à 6 heures, incapable de se rendormir, décidant d'aller au bureau. Et elle était toujours là, Léa travaillant en silence. Il commença à remarquer des choses. Ses chaussures usées jusqu'à ce que la semelle soit à peine là, tenue par de la colle aux coutures. Elle ne déjeunait jamais. Les autres employés de nettoyage mangeaient dans la salle de pause. Léa disparaissait pendant son heure de déjeuner, mais revenait les mains vides, sans sac, sans emballage, sans preuve de nourriture. Les jours froids, elle restait près des grilles de chauffage plus longtemps que nécessaire. Un après-midi, Étienne croisa Pauline dans le couloir. « Léa Dubois travaille seulement ici ?» demanda-t-il. Pauline le regarda surprise. « Elle a 2 emplois, monsieur Beaumont. Ici de 6h à 11h du matin, puis dans un immeuble résidentiel du 17e arrondissement, de 14h à 20h, 14 heures de ménage par jour, 2 emplois. Mère célibataire, » dit Pauline en baissant la voix. « Je lui ai offert un quart de travail supplémentaire les samedis, double salaire. Elle a refusé. Elle a dit qu'elle avait des engagements familiaux.
Elle a refusé de l'argent supplémentaire. Encore une fois, Étienne ne put se la sortir de la tête. 2 jours plus tard, il tenta à nouveau. Il arriva avec une boîte de chocolat cher. « Pour remercier votre travail », dit-il à Léa. Elle regarda la boîte, puis lui, avec ses yeux fatigués. « C'est très aimable, monsieur Beaumont, mais je ne peux pas accepter de cadeaux. Ce ne sont que des chocolats. Je préfère maintenir notre relation professionnelle. » Elle fit une pause. « Mon travail n'est pas satisfaisant ? Non, il est excellent. Je voulais juste… Alors, il n'y a pas besoin de cadeaux. Merci. » Elle partit. Étienne resta avec la boîte de chocolat dans les mains, se sentant stupide. Quel genre d'orgueil est-ce ? Mais la vraie question, celle qu'il n'osait pas formuler complètement, était autre. Pourquoi est-ce que cela m'importe tant ? 3 semaines avant de la suivre, Étienne arriva à 6h30 du matin. Léa était en train de nettoyer la baie vitrée de son bureau, lui tournant le dos. Elle ne l'entendit pas entrer. Elle chancela légèrement. Étienne fit un pas en avant. « Ça va ?» Elle se retourna brusquement, s'accrochant au cadre de la fenêtre. « Oui, monsieur. Pardon, je finissais. » Mais son visage était pâle, les cernes plus profonds que jamais. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» La question sortit avant qu'il ne puisse la retenir. Léa le regarda comme s'il lui avait demandé quelque chose d'intime. « J'ai déjeuné ce matin. » Elle mentait. Étienne ne savait pas comment il le savait, mais il le savait. « Asseyez-vous un instant. Je vais bien, monsieur Beaumont. C'est un ordre. » Elle s'assit sur la chaise devant son bureau, rigide, mal à l'aise. Étienne appela son assistante. « Françoise, apportez du café et quelque chose à manger de la cafétéria. »« Ce n'est pas nécessaire, » protesta Léa. « Je l'ai déjà commandé. » Silence inconfortable. Léa regardait ses mains sur ses genoux. Étienne fit semblant de vérifier ses emails, mais ne pouvait pas se concentrer. Françoise arriva avec du café et des sandwichs. « Voici, monsieur Beaumont. »« Merci. » Quand Françoise fut partie, Étienne poussa l'assiette vers Léa. « Mangez. »« Monsieur, je ne vais pas voir quelqu'un s'évanouir dans mon bureau. »« Mangez. » Léa prit un demi-sandwich avec des mains tremblantes. La première bouchée, elle la mâcha lentement, comme si son corps avait oublié comment traiter la nourriture. Étienne vit comment elle fermait les yeux brièvement. Soulagement, faim apaisée. Mon Dieu, depuis combien de temps n'avait-elle pas mangé? Elle termina le demi-sandwich, ne toucha pas au reste. « Merci, monsieur Beaumont. Je me sens déjà mieux. Emportez le reste. »« Je ne peux pas. » Léa utilisa son prénom pour la première fois. « Emportez la nourriture. » Quelque chose dans son ton la fit acquiescer. Elle enveloppa les sandwichs restants dans une serviette, les rangea dans son sac. « C'est pour ma fille, » dit-elle à voix basse. « Son déjeuner à l'école. Une fille. » Elle gardait de la nourriture pour sa fille. Léa se leva. « Merci, monsieur. Je termine le nettoyage et je m'en vais. »« Quel âge a-t-elle » demanda Étienne. « Votre fille. 6 ans. Elle va à l'école près d'ici, à La Courneuve. » Léa se dirigea vers son chariot de nettoyage. « Je dois finir le 12e étage avant de partir. » Elle partit rapidement. Étienne resta à fixer la porte par laquelle elle était sortie. La Courneuve, un des secteurs les plus pauvres de Paris. Et elle voyage de là jusqu'ici tous les jours, marchant pour économiser le ticket. Quelque chose se brisa en lui à ce moment-là. Quelque chose qu'il ignorait être fissuré. Cette nuit-là, il ne put dormir. Il revoyait le visage de Léa quand elle ferma les yeux en mordant ce sandwich. Faim. Pure et simple faim. Et le lendemain, quand elle refusa son 3e pourboire avec la même dignité silencieuse, Étienne prit une décision. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de voir comment elle vit. C'est pourquoi il l'a suivie cet après-midi pluvieux de jeudi. C'est pourquoi il vit ce qu'il vit. C'est pourquoi il pleura dans sa voiture pendant 1 heure. Maintenant, assis dans le parking de son immeuble à 6 heures du matin, Étienne regarda vers l'entrée. 300 carrés mètres, vue panoramique, meubles de designer, art au mur, 2 salles de bain avec jacuzzi, cuisine équipée qu'il n'utilisait jamais, car il mangeait toujours dehors ou commandait des livraisons. Et elle dort sur un matelas au sol. Sa fille fait ses devoirs sur un carton. Il ne pouvait pas entrer. Il ne pouvait physiquement pas forcer ses jambes à se diriger vers cet ascenseur. Son téléphone vibra. Un message de Camille Leclerc, son ex-fiancé et associé commercial. Réunion à 9 heures avec les investisseurs du projet Auteuil. Ne sois pas en retard. Étienne regarda le message. Projet Auteuil, tour de luxe. Appartement à partir de 500 000 €. Pour des gens comme lui, combien de Léa pourrait vivre avec ce que coûte un de ces appartements? Il effaça le message sans répondre. Il alluma le moteur, mais ne conduisit pas vers son immeuble.
Il conduisit en direction de La Courneuve. Il était 6h30 du matin lorsqu'il se gara devant l'immeuble où vivait Léa. La lumière dans sa fenêtre du 4e étage était déjà allumée. Elle doit partir à 5h30 pour arriver à 6h au bureau. Elle a dormi 5 heures, peut être moins. Il la vit sortir de l'immeuble 30 minutes plus tard, sans la petite, marchant rapidement vers l'arrêt de bus le moins cher, car il couvrait plus de distance. Étienne la suivit dans sa voiture, restant derrière. Elle descendit du bus 6 rues avant le bureau. Elle marcha, économisant 30 centimes par trajet, 60 centimes par jour, 12 € par mois, l'équivalent de ce qu'il dépensait en café. Quand Léa entra dans l'immeuble de bureau, Étienne resta dans sa voiture. Il ne pouvait pas non plus entrer. Il ne pouvait pas s'asseoir dans son bureau et prétendre que rien n'avait changé. Tout avait changé parce qu'il avait vu, et maintenant qu'il avait vu, il ne pouvait plus s'arrêter de voir. Étienne n'alla pas à la réunion. Il n'alla pas au bureau de toute la journée. Il resta dans sa voiture devant l'immeuble où travaillait Léa jusqu'à 11h du matin. Quand elle sortit, il la vit marcher vers l'arrêt de bus, monter, disparaître. Puis il conduisit sans but dans Paris. Les rues qu'il connaissait lui semblaient différentes maintenant. Chaque coin de rue avait des gens qu'il n'avait jamais remarqués. Un homme vendant des bonbons au feu de signalisation, une femme avec un bébé demandant des pièces, un enfant cirant des chaussures. Ils ont toujours été là, je ne les ai juste jamais vus. Il termina dans son appartement au crépuscule. Il entra finalement, mais chaque objet lui brûlait la vue. Le canapé italien qui coûta virgule 30 000 €, la télévision de 75 pouces, la cafetière automatique qu'il utilisait une fois par mois. Il ouvrit son ordinateur portable, chercha pauvreté Paris, France statistique. Les chiffres le frappèrent comme des coups de poing. 14% de la population en pauvreté, 4% en pauvreté extrême. Ah! La Courneuve? Les chiffres doublaient. Il chercha plus. Mère célibataire, France emploi, salaire minimum, France combien ça suffit, dette médicale, France. 3 heures plus tard, l'écran lui montrait une réalité qui avait existé toute sa vie à quelques kilomètres de distance. Le salaire minimum ne suffisait pas pour vivre. Les mères célibataires gagnaient 30% de moins que les hommes pour le même travail. La dette médicale détruisait des familles entières. Léa gagne 600 € ici. Peut être similaire dans son autre travail, 1200 € par mois pour 14 heures de travail physique par jour. Le loyer à La Courneuve coûte minimum 450 €, plus l'électricité, l'eau, le gaz. Que lui reste-t-il? 400 € pour la nourriture, le transport, l'école, tout. Son téléphone sonna. Camille, où étais-tu? Les investisseurs ont attendu 1 heure. Quelque chose a surgi, quelque chose de plus important que 25 millions d'euros. Étienne regarda l'écran de son ordinateur portable, une photo d'un bidonville à la périphérie de Paris. Des enfants jouant entre des maisons en tôle. Oui, pardon, quelque chose de plus important. Il raccrocha. Camille lui envoya 5 messages de plus. Il les ignora. À minuit, il continuait de faire des recherches. France, inégalité, revenus, travailleurs pauvres, Paris, enfants en situation de rue. Chaque article, chaque statistique, chaque témoignage était un couteau. 34 ans de vie. Et je n'ai jamais su qu'il existait un pays complètement différent sous le mien. Le lendemain, il arriva au bureau à 6 heures pile. Léa était déjà là, nettoyant le hall de l'étage exécutif. Étienne s'arrêta à l'entrée de l'ascenseur. Il la regarda vraiment. Pas seulement ses mains gercées ou ses chaussures trouées, tout. La façon dont elle portait son poids légèrement sur le côté, comme si quelque chose lui faisait mal, le mouvement répétitif de son bras droit en passant la serpillière, un mouvement qu'elle devait faire des milliers de fois par jour. La manière dont elle s'arrêtait toutes les quelques minutes pour respirer profondément, comme si la fatigue était une marée constante. Elle avait 28 ans. Selon son dossier de ressources humaines qu'Étienne avait consulté la nuit dernière, elle en paraissait 40. Léa sentit son regard, leva les yeux. Leurs regards se croisèrent pendant 3 secondes. Elle baissa immédiatement les yeux. Elle retourna à son travail. Étienne entra dans son bureau. Il ne put se concentrer sur rien. Chaque fois qu'il levait les yeux, il pouvait la voir à travers les murs de verre, nettoyant, toujours nettoyant. À 7 heures, Françoise arriva avec son café. « Que savez-vous de Léa Dubois ?» demanda Étienne. Françoise cligna des yeux. « La dame de ménage. »« Oui. »« Pas grand-chose, monsieur. Elle est silencieuse. Elle fait bien son travail. Elle ne parle pas beaucoup avec les autres employés. Elle ne déjeune presque jamais seule. » Françoise fit une pause. « Eh bien,
Elle ne déjeune pas, en fait. Elle sort et revient. Où va-t-elle? Je ne sais pas, être chez elle. Mais Léa vivait à 1h30 de distance. Elle ne pouvait pas faire l'aller-retour en 1 heure de déjeuner. Alors, où va-t-elle? À 11h, quand son quart de travail se termina, Étienne la vit sortir. Il attendit 5 minutes, puis il la suivit. Léa ne prit pas le bus vers la Courneuve, elle en prit un dans la direction opposée. Étienne la suivit dans sa voiture, restant 3 voitures derrière. Elle descendit à le 17e arrondissement, entra dans un immeuble résidentiel, haut, moderne, le genre d'endroit où vivaient des gens comme Étienne. Son deuxième travail. Il la vit disparaître par l'entrée de service. Étienne se gara et attendit. À 14h10, Léa sortit en courant, littéralement en courant, prit un bus, descendit à la gare du Nord, entra dans le métro. Où va-t-elle maintenant? Il la suivit à distance dans le métro, ligne 5 vers Bobigny. Elle descendit à la station Bobigny. Pablo Picasso. Elle sortit rapidement, marchant vite vers un secteur résidentiel. Étienne la suivit à pied à une demi-rue derrière. Léa arriva à un immeuble similaire au sien, délabré, graffiti sur les murs. Elle sonna à une porte au rez-de-chaussée. Une femme ouvrit. Elle lui tendit une petite fille, Clara. Léa s'agenouilla, serra sa fille dans ses bras, lui vérifia le visage, les cheveux, les vêtements, lui demanda quelque chose. La petite acquiesça, donna quelque chose à la femme âgée. De l'argent. Elle paie quelqu'un pour garder Clara pendant qu'elle travaille. Mère et fille partirent à pied. Elles ne retournèrent pas à leur immeuble. Elles marchèrent vers une petite place. Étienne les suivit en se cachant derrière les arbres et les kiosques, comme un délinquant. Léa sortit un sac de son sac à main, 2 morceaux de pain, qu'elle partagea avec Clara sur un banc. C'est l'heure déjeuner. C'est pourquoi elle sort et revient. Elle garde sa nourriture pour la partager avec sa fille. Elles mangèrent rapidement. Léa vérifia son téléphone. Elle se leva d'un coup. « Nous devons nous dépêcher, mon amour. » Elles coururent vers l'immeuble avec la femme âgée. Léa laissa Clara là à nouveau. « Je reviens à 20h, mon cœur. Sois sage avec Madame Rosa. »« Oui, maman. » Léa embrassa son front. Elle partit en courant vers la station de métro. Il était 14h40. Elle avait 20 minutes pour arriver à l'immeuble dans le 17e arrondissement. Étienne revint à sa voiture, conduisit vite, arriva à l'immeuble résidentiel avant elle. Il la vit arriver à 15h05, haletante. Elle entra par la porte de service. Elle court à travers la ville pour voir sa fille 30 minutes par jour, et je me plains quand le trafic me fait arriver 10 minutes en retard à une réunion. Pendant les jours suivants, Étienne devint un fantôme dans son propre bureau. Il arrivait tôt juste pour observer Léa travailler. Il remarquait tout maintenant. La façon dont elle se tenait près des grilles de chauffage dans le couloir, laissant l'air chaud lui frapper les mains pendant 30 secondes avant de continuer à nettoyer. Le soin extrême avec lequel elle manipulait chaque objet dans son bureau, les porte-stylos, les cadres, l'ordinateur, comme s'ils étaient des trésors fragiles qui pouvaient se briser juste en les regardant. La manière dont elle ne s'asseyait jamais, même quand le bureau était vide. Un jour, il arriva plus tôt, 5h30 du matin. Léa était dans la salle de pause du personnel de nettoyage, parlant au téléphone à voix basse. Étienne resta dans le couloir, hors de vue. « Je sais que je suis en retard, » disait Léa. « Je paye le 15, je vous le promets. » Silence. « Non, s'il vous plaît, ne me facturez pas l'intérêt supplémentaire. » Ce n'était qu'1 semaine de retard. Silence plus long. « D'accord, je comprends. Le 15 sans faute. » Elle raccrocha. Étienne entendit un sanglot étouffé. Il attendit 5 minutes avant de faire du bruit. En entrant, Léa sortit de la salle de pause, les yeux rouges mais le dos droit. « Bonjour, monsieur Beaumont. »« Bonjour. » Elle passa à côté de lui sans le regarder. « Dette. Combien doit-elle ?»« À qui ?» Étienne retourna à son bureau et fit plus de recherches. Prêts informels, France Intérêt, dette travailleurs pauvres, usure, France. Les résultats lui glacèrent le sang. Les prêteurs informels facturaient jusqu'à 30% d'intérêt mensuel. Les gens pauvres s'endettaient pour survivre aux urgences médicales. Puis ils passaient des années à payer 5 fois ce qu'ils avaient emprunté. Léa est piégée. Elle travaille 14 heures par jour et la moitié de son salaire sert probablement à payer des dettes. Cet après-midi-là, il tenta à nouveau. Quand Léa termina son quart de travail dans son bureau, Étienne l'arrêta. « Léa, attendez !» Elle se retourna, méfiante. « Oui, monsieur Beaumont. J'ai remarqué que, comment dire, sans paraître envahissant, que vous travaillez très dur. C'est mon travail. Je veux augmenter votre salaire. 20%. » Les yeux de Léa se plissèrent légèrement. « Y a-t-il un problème avec ma performance ?»« Non,
Au contraire. Alors je ne comprends pas pourquoi une augmentation soudaine. Parce que vous le méritez. J'ai déjà un salaire juste selon mon contrat. Elle fit un pas en arrière. Si cela concerne autre chose, monsieur Beaumont, je vous demande d'être direct. Elle pense que je veux quelque chose d'elle. Il ne s'agit de rien d'autre. Je veux juste. Je préfère que les choses restent comme elles sont. Sa voix était ferme, mais il y avait de la peur dans ses yeux. Avec votre permission, je suis en retard pour mon autre travail. Elle partit rapidement. Étienne resta debout dans son bureau vide, se sentant comme le pire des hommes. Elle ne me fait pas confiance. Pourquoi le ferait-elle? Les hommes avec de l'argent n'offrent pas d'aide sans rien attendre en retour. Elle l'a déjà appris à ses dépens. 2 semaines après l'avoir suivie pour la première fois, Étienne ne pouvait penser à rien d'autre. Léa était devenue plus distante, plus invisible, comme si elle pouvait sentir son attention et la haïssait. Elle arrivait exactement à 6 heures, terminait exactement à 11 heures, évitait toute interaction au-delà d'un salut courtois, mais Étienne la voyait malgré tout. Il la vit chanceler de fatigue en passant la serpillière. Il la vit fermer les yeux pendant 3 secondes quand elle pensait que personne ne regardait, comme si le simple fait d'exister exigeait plus d'énergie qu'elle n'en avait. Il la vit ranger un morceau de pain que quelqu'un avait laissé dans la salle de conférence, l'envelopper soigneusement dans une serviette et le mettre dans son sac. Pour Clara. Tout est pour Clara. Françoise entra dans son bureau un après-midi avec des documents à signer. « Je peux vous demander quelque chose ?» dit Étienne en signant. « Bien sûr, monsieur. Léa Dubois, a-t-elle déjà manqué le travail ?» Françoise réfléchit. « Jamais en 6 mois, pas une seule fois, même pas pour cause de maladie. Vous savez si elle a déjà refusé du travail supplémentaire ?»« Oh oui. » Françoise acquiesça. Pauline lui a offert des quarts de travail supplémentaires les week-ends il y a environ 2 mois. Double salaire. La plupart du personnel de nettoyage se bat pour ces quarts. Et elle a dit qu'elle ne pouvait pas, qu'elle avait des engagements familiaux. Françoise baissa la voix. « Bizarre, monsieur. Tout le monde sait qu'elle est mère célibataire. Elle a besoin d'argent, mais elle refuse les heures supplémentaires. Ce n'est pas bizarre. Les samedis et dimanches sont les seuls jours où elle peut être avec sa fille, et elle préfère avoir faim que de perdre cela. » Étienne signa le dernier document. « Merci, Françoise. » Quand elle fut partie, il regarda par la fenêtre vers la ville. Combien de Léa y a-t-il dehors? Combien de personnes travaillant jusqu'à se briser et n'y arrivant toujours pas? Et combien de comme moi, vivant à des kilomètres de distance sans les voir? Son téléphone sonna. Camille, à nouveau. Nous devons parler du projet Auteuil. Les investisseurs sont préoccupés par ton absence. Qu'ils attendent. Étienne, qu'est-ce qui t'arrive? Tu agis bizarrement depuis 2 semaines. Il m'arrive que j'ai finalement ouvert les yeux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vendre des appartements à 1 million d'euros, alors qu'il y a des gens qui dorment dans la rue, ne devrait pas être ma priorité. Silence de l'autre côté. « Tu vas bien ?» demanda Camille. « Tu as besoin de prendre quelques jours. Je vais mieux que jamais. » Il raccrocha. Ce n'était pas vrai. Il n'allait pas bien. Il était obsédé. Obsédé par la compréhension. Obsédé par le besoin d'en savoir plus. Obsédé par une femme qui nettoyait ses sols et refusait son argent avec une dignité qui le faisait se sentir petit. Cet après-midi-là, quand Léa sortit à 11 heures, Étienne prit une décision. Je dois voir plus. Je dois comprendre sa vie complète. Je ne peux pas continuer à vivre dans l'ignorance. Il prit sa veste, descendit à sa voiture, suivit le bus de Léa pour la 2e fois. Pendant les 2 semaines suivantes, Étienne devint son ombre. Pas tous les jours. Cela aurait été trop évident, mais 3, 4 fois par semaine, il la suivait. Il a pris sa routine comme si c'était la sienne. Lundi, mercredi, vendredi, après son quart de travail dans le Buddy Sept, Léa courait au métro. Elle descendait à Bobigny, Pablo Picasso, à 14h10 exactement. Elle récupérait Clara de chez Madame Rosa. Elles se partageaient de la nourriture sur la place, toujours du pain, parfois un petit fruit. À 14h40, Léa laissait Clara de retour chez Rosa. « Sois sage, mon ciel. Maman revient à 20h. Pourquoi je ne peux pas venir avec toi? Parce que maman doit travailler. Mais le soir, nous dînons ensemble. » Clara acquiesçait, toujours. Cette conformité chez une fillette de 6 ans brisait quelque chose chez Étienne chaque fois qu'il la voyait. Mardi et jeudi, Léa n'allait pas à Bobigny. Ces jours-là, son heure de déjeuner, elle la passait à marcher dans le jardin des Tuileries, seule. Parfois, elle pleurait. D'autres fois, elle s'asseyait juste sur un banc, regardant dans le vide. Étienne l'observait de loin, sentant qu'il violait quelque chose de sacré. Ces moments étaient pour elle. C'étaient les seuls moments où elle ne travaillait pas ou ne prenait pas soin de quelqu'un. C'étaient les seuls moments où elle se permettait de craquer.
Un mardi, il la vit composer un numéro sur son téléphone. Elle attendit, raccrocha sans que personne ne réponde. Elle composa un autre numéro, la même chose. Au troisième, quelqu'un répondit. « C'est moi, Léa », dit-elle. Étienne ne pouvait pas entendre la réponse, mais il vit le visage de Léa se durcir. « Je voulais juste savoir comment vous alliez. Je n'ai besoin de rien. » Pause. « Je sais déjà ce que vous avez dit, mais cela reste ma famille. » Pause plus longue. « D'accord, pardon de déranger. » Elle raccrocha. Elle resta à fixer le téléphone pendant 5 minutes complètes, puis se leva et retourna travailler. Sa famille ne lui parle pas, elle est complètement seule. Le jeudi de la 2e semaine, Étienne la suivit après son quart de travail de l'après-midi. Léa ne prit pas le métro directement chez elle. Elle descendit au centre, entra dans une pharmacie. Étienne attendit dehors, observant par la vitre. Léa parla au pharmacien. L'homme sortit une petite boîte, lui dit le prix. Léa sortit son portefeuille, compta des pièces et des billets sur le comptoir. Étienne vit son visage se décomposer. Elle dit quelque chose. Le pharmacien fit non de la tête, aimable, mais ferme. Léa rassembla son argent, le rangea, sortit de la pharmacie sans rien acheter. Étienne entra immédiatement. De quoi avait besoin la dame? Celle qui vient de sortir. Le pharmacien le regarda avec méfiance. Je ne peux pas donner d'informations sur les clients. Étienne sortit son portefeuille. Il posa 50 € sur le comptoir. De quoi avait-elle besoin? Le pharmacien regarda l'argent, le prix. De l'acétaminophène, pour enfants, pour la fièvre. Je lui ai montré le moins cher, 5 €. Elle n'avait que 2,80 €. Elle n'a même pas 5 € pour des médicaments. Il a dit pour qui c'était. Sa fille a de la fièvre depuis hier. Étienne acheta le médicament, sortit en courant. Léa n'était plus dans la rue. Il la chercha pendant 3 rues. Rien. Il revint à sa voiture avec la boîte d'acétaminophène à la main, se sentant inutile. Sa fille est malade et elle ne peut pas acheter de médicaments à 5 € et moi j'ai dépensé 50 € pour soudoyer un pharmacien pour de l'information. Le lendemain, Étienne arriva au bureau avec un plan. Il appela Pauline. J'ai besoin que nous mettions en place un bonus de santé pour tout le personnel de nettoyage. Pauline cligna des yeux. Un bonus de santé? 10 € supplémentaires par mois pour les frais médicaux. Monsieur Beaumont, cela n'est pas dans le budget. Faites-le immédiatement. Cela sera considéré comme suspect. Un changement si soudain. Dites-leur que cela fait partie d'une nouvelle politique de bien-être au travail. Pour tout le personnel, commencez par le nettoyage. Nous étendrons après. Pauline acquiesça lentement. Puis-je demander pourquoi cet intérêt soudain pour les avantages sociaux? Parce que c'est la bonne chose à faire. 3 jours plus tard, Pauline l'appela à son bureau. Il y a un problème avec le bonus de santé. Quel problème? Léa Dubois l'a refusé. Bien sûr qu'elle l'a fait. Qu'a-t-elle dit? Qu'elle veut voir la politique écrite, que cela semble trop opportun. Elle a demandé si c'était vraiment pour tout le monde ou juste pour elle. Étienne se frotta le visage. Que lui avez-vous dit? Que c'était pour toute l'équipe. Elle m'a demandé de voir la liste de tous ceux qui recevraient le bonus. Je lui ai montré. Elle a accepté de vérifier avec les autres qu'ils le recevraient réellement avant de l'accepter. Elle ne fait confiance à rien qui semble trop beau. Je ne la blâme pas. Et les autres l'ont accepté. Heureux. Elle n'a toujours pas dit oui. Elle préfère se passer de médicaments plutôt que d'accepter quelque chose qui pourrait être un piège. Étienne commença à chercher des excuses pour parler à Léa. « Le sol est impeccable », lui dit-il un mardi. « Merci, monsieur Beaumont. » Elle continua de nettoyer. « Depuis combien de temps faites-vous ce travail ?»« 6 mois. Est-ce que cela vous plaît ?» Léa arrêta de nettoyer. Elle le regarda directement pour la première fois depuis des semaines. « Y a-t-il un problème avec mon travail, monsieur ?»« Non, aucun. Je conversais juste. Je préférerais juste travailler si cela ne vous dérange pas. » Elle s'éloigna vers l'autre côté du bureau. Le lendemain, il tenta à nouveau. « J'ai vu que vous avez refusé le bonus de santé. » Léa se tendit visiblement. « Je vérifie que ce soit légitime. »« C'est légitime. Nous voulons juste mieux prendre soin du personnel. » « Alors il n'y a pas urgence pour que je l'accepte. Votre fille était malade la semaine dernière, n'est-ce pas ?» Léa laissa tomber le chiffon de nettoyage. Elle se tourna vers lui brusquement. « Comment savez-vous cela ?» Étienne réalisa son erreur trop tard. « Moi, Pauline a mentionné que vous avez manqué 30 minutes de votre heure de déjeuner. Je ne parle jamais de ma vie personnelle au travail. » Les yeux de Léa étaient durs, et je n'ai jamais manqué même 30 secondes. « Vous avez raison. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Vous m'espionnez, monsieur Beaumont ? Non, bien sûr que non. Alors, comment savez-vous pour ma fille ? Silence. Léa ramassa son chiffon, son chariot de nettoyage.
Avec votre permission, je termine à l'autre étage. Elle sortit rapidement. Étienne resta seul, son cœur battant fort. Tu lui fais peur, idiot. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. La semaine suivante, quand Léa arrivait, Étienne était déjà au bureau avec du café et un sandwich supplémentaire. « Bonjour, j'en ai acheté en trop à la cafétéria. » Léa regarda le sandwich. « Non, merci, il sera gaspillé. Offrez-le à quelqu'un d'autre. Léa, ce n'est qu'un sandwich. Et je vous ai déjà dit non, monsieur Beaumont. » Sa voix monta légèrement. « Pourquoi me mettez-vous la pression ? Je ne vous mets pas la pression, je veux juste. Si, vous le faites. Vous agissez bizarrement depuis des semaines, me parlant, m'offrant des choses, posant des questions sur ma vie. » Elle fit un pas en arrière. « Que voulez-vous de moi ? » ?»« Rien. Je ne veux rien. Tous les hommes veulent quelque chose. » La façon dont elle le dit, avec une certitude amère et fatiguée, dit à Étienne tout ce qu'il avait besoin de savoir sur son passé. « Je ne suis pas comme eux. C'est exactement ce qu'ils disent tous. » Elle partit avant qu'il ne puisse répondre. Étienne savait qu'il devait s'arrêter. Il savait que son attention ne faisait que la blesser, mais il ne pouvait pas. Il avait besoin de savoir qu'elle allait bien, que Clara allait bien. Il avait besoin de quoi ? De quoi avait-il besoin exactement ? J'ai besoin d'elle, non pas pour la sauver, non pas pour la réparer. J'ai besoin d'elle parce qu'elle m'a montré que j'étais mort en vie pendant 34 ans. Et maintenant que je suis enfin réveillé, je ne peux plus me rendormir. Le vendredi, Léa termina son quart de travail et sortit de l'immeuble à 11h05. Étienne attendit 3 minutes, puis la suivit. Elle prit son bus habituel vers le 17. Il conduisit derrière, mais quand Léa descendit du bus, elle s'arrêta sur le trottoir, se retourna, regarda directement vers la voiture d'Étienne. Léa marcha vers lui rapidement, furieuse. Étienne sortit de la voiture. « Léa, pourquoi me suivez-vous » Sa voix tremblait, mais pas de peur, de rage. « Que voulez-vous de moi ? Je peux expliquer. Depuis combien de temps ? Depuis combien de temps m'espionnez-vous ? Je devais juste savoir. »« Savoir quoi ?» cria-t-elle. « Savoir où je vis, savoir que je suis pauvre, savoir que je n'ai rien. Pourquoi, monsieur Beaumont ? Pourquoi avez-vous besoin de savoir cela ?» Des gens dans la rue commençaient à regarder. « S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Je fais bien mon travail, je ne vole pas, je ne dérange personne. Pourquoi ne pouvez-vous pas me laisser tranquille ? Parce que je vous ai vu. » Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les retenir. « Il y a 3 semaines. Je vous ai suivi un soir, j'ai vu où vous vivez, j'ai vu votre fille, j'ai vu comment vous mangez. » La couleur disparut du visage de Léa. « Non. Et depuis, je n'ai pas pu l'oublier. Je n'ai pas pu vous oublier. Vous et Clara. » Léa recula comme s'il l'avait frappée. « Espionner ma fille. N'est-ce pas ? Alors c'est comme ça. » Des larmes d'humiliation coulaient sur ses joues. « Vous vous amusez. Ça vous divertit de voir comment vivent les pauvres. »« Léa, non. Je démissionne, dit-elle. Je démissionne tout de suite. Non, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de votre pitié. Je n'ai pas besoin qu'un homme riche me regarde comme si j'étais une expérience sociale. » Sa voix se brisa. « Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Laissez-moi juste partir. » Elle se retourna et commença à marcher. Étienne la suivit. « Léa, attendez, écoutez-moi juste. » « Non. » Elle se retourna brusquement. « Vous m'avez assez écouté, vous m'avez assez vu, vous vous êtes assez immiscé dans ma vie. Je ne vous juge pas. Tout le monde juge, surtout des gens comme vous. Des gens comme moi, riches, puissants, qui pensent qu'avec de l'argent ils peuvent acheter le droit d'envahir la vie des autres. » Étienne sentit chaque mot comme une gifle. « Vous avez raison, vous avez absolument raison. Ce que j'ai fait est mal, mais s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer pourquoi. Votre pourquoi ne m'intéresse pas. » Léa essuya ses larmes de rage. « Je veux juste que vous nous laissiez tranquilles, ma fille et moi. Monsieur Beaumont, cherchez une autre employée de ménage, une qui ne vous causera pas tant de curiosité. » Elle recommença à marcher. Cette fois, Étienne ne la suivit pas. Il resta planté sur le trottoir, la regardant s'éloigner, voyant comment il venait probablement de détruire la seule connexion réelle qu'il avait eue depuis des années. Et le pire, c'est qu'elle avait raison. Il n'avait aucun droit de la suivre, de l'enquêter, de s'immiscer dans sa vie. Peu importaient ses intentions, peu importait sa culpabilité ou sa honte ou son éveil moral. Il avait violé sa vie privée, il avait exposé sa vulnérabilité sans sa permission. Il avait fait exactement ce que font les hommes puissants, prendre ce qu'ils veulent sans demander. Étienne s'assit sur le rebord du trottoir, la tête entre les mains. « Je l'ai perdu, et je le mérite. » Mais une partie de lui, une partie égoïste et désespérée, savait qu'il ne pouvait pas la laisser partir. Pas encore. Pas quand il avait enfin trouvé quelque chose de réel dans sa vie vide.
Même si elle le haïssait pour cela, même s'il se haïssait lui-même pour cela, il ne pouvait pas la laisser partir. Étienne ne la laissa pas partir. Il courut après elle. « Léa, s'il vous plaît, attendez juste une minute. » Elle continua de marcher, essuyant ses larmes. « Laissez-moi tranquille. Je ne peux pas. Vous devez le faire. Je ne peux pas parce que vous avez raison. » cria Étienne. « Vous avez raison sur tout. Je n'avais aucun droit. C'était intrusif. C'était égoïste. C'était horrible. » Léa s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Mais ce n'était pas par curiosité morbide, » continua-t-il. « Ce n'était pas pour me divertir. C'était parce que pour la première fois de ma vie, j'ai eu honte. Honte de ce que j'ai, honte de ce que vous n'avez pas. Honte d'avoir vécu 34 ans sans voir rien de tout cela. » Elle se retourna lentement. « Et vous espionnez les gens quand vous avez honte ? Normalement, j'ignore la honte et je continue ma vie confortable, » dit-il avec amertume. « Mais cette fois, je n'ai pas pu. Cette fois, j'ai vu votre visage quand votre fille vous a montré ses pièces. J'ai vu comment votre cœur s'est brisé pendant une seconde avant de faire semblant que tout allait bien. » Léa ferma les yeux. « Vous n'aviez pas le droit de voir ça. Je sais, mais je l'ai vu, et ça m'a changé. Ça a brisé quelque chose à l'intérieur que je ne savais pas qui était brisé. Ce n'est pas mon problème. Non, ça ne l'est pas. Mais s'il vous plaît, donnez-moi juste 30 minutes. Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi m'excuser comme il se doit. Et si après vous voulez que je disparaisse de votre vie, je le ferai. » Léa le regarda longuement. « Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi vous souciez-vous de moi ? Je nettoie vos sols. Je ne suis personne pour vous. Vous n'êtes personne. Vous êtes quelqu'un qui m'a réveillé. » Elle secoua la tête, fatiguée. « Je ne peux pas faire ça maintenant. Je suis en retard pour le travail. Appelez. Dites que vous êtes malade. Je ne peux pas me permettre de manquer. Je vous paierai la journée complète. Je ne veux pas de votre argent. Je sais, mais 30 minutes, s'il vous plaît. » Léa regarda son téléphone. 11h20. Il y a un café ouvert 24 heures, 24 juste à côté. Parfait. 30 minutes. Pas une de plus. Le café était à moitié vide. Des serveurs de nuit nettoyaient. Un couple de chauffeurs de taxi prenait un café. Un étudiant avec son ordinateur portable. Ils s'assirent à une table au fond. Léa commanda un café noir. Étienne la même chose. Le silence entre eux était dense et inconfortable. « Parlez, » dit Léa. « Vous avez enfin 30 minutes. » Étienne respira profondément. « J'ai vu où vous vivez. J'ai vu que votre fille a 6 ans. J'ai vu que vous mangez dans la rue. J'ai vu que vous travaillez ensemble à ramasser des pièces. Clara ne travaille pas, elle m'accompagne juste. À quel moment une fillette de 6 ans qui accompagne sa mère pendant qu'elle fait la manche devient normale ?» Léa serra la mâchoire. « Quand l'alternative est de la laisser seule à la maison, quand vous ne pouvez pas payer de garde d'enfant, quand votre heure de déjeuner est la seule heure que vous avez avec votre fille de toute la journée, vous travaillez 14 heures par jour, 2 emplois de 6 heures chacun, avec 2 heures de trajet entre. C'est ce qu'il y a. Et Clara ?» Léa regarda son café. « Je paye Madame Rosa 10 € par jour pour qu'elle la garde. Elle sort de l'école à 13 heures, Rosa la récupère. Je passe là-bas pendant mon heure de déjeuner de 14h10 à 14h40 pour la voir. Puis, Rosa la garde jusqu'à 20 heures quand je finis mon quart. 30 minutes par jour avec votre fille. C'est ce que je peux lui donner. » Étienne sentit sa gorge se serrer. « Pourquoi Clara avait-elle des pièces ce jour où je vous ai vu ?» Léa mit du temps à répondre. « Parfois Rosa ne peut pas la garder, elle tombe malade, ou doit sortir. Ces jours-là, Clara vient avec moi à la place. Elle s'ennuie, elle trouve des pièces par terre, les gens lui en donnent. Elle fait la manche, elle survit. » Les yeux de Léa brûlaient. « Et avant de me juger, monsieur Beaumont, demandez-vous, qu'est-ce qui est pire, une fillette qui accompagne sa mère et reçoit des pièces de gens gentils, ou une fillette de 6 ans seule dans une pièce vide, parce que sa mère n'a pas d'autre choix? Je ne vous juge pas, tout le monde juge. Non, je vous admire. » Léa eut un rire amer. « Il n'y a rien d'admirable dans la pauvreté. Je n'admire pas votre pauvreté. J'admire qu'en dépit d'elle, votre fille soit propre, éduquée, aimée. J'admire que vous travailliez jusqu'à l'épuisement et que vous lui souriez toujours. J'admire que vous refusiez mon argent encore et encore, parce que vous avez plus de dignité dans votre petit doigt que moi dans tout mon corps. » Les larmes revinrent aux yeux de Léa. « Arrêtez de faire ça. Faire quoi? M'idéaliser. Je ne suis pas noble. Je suis désespéré. Il y a une différence. Racontez-moi, » dit Étienne. « Racontez-moi comment vous en êtes arrivé là. Pourquoi? Pour satisfaire votre curiosité? Pour comprendre. » Léa but son café. Elle regarda par la fenêtre vers la rue sombre. Quand elle parla, sa voix était plate, sans émotion. « J'avais 22 ans.
Je travaillais comme serveuse. J'ai rencontré un homme, 35 ans, réussi, aimable. Il m'invitait à sortir, me faisait me sentir spécial. Je suis tombée enceinte. Elle fit une pause. Je lui ai dit. Il a dit qu'il s'en occuperait, qu'il prendrait soin de nous. Ma famille était pauvre. Il a commencé à les aider, payait le loyer de mes parents, achetait de la nourriture, arrangeait des choses. Et un soir, il m'a dit que le moment était venu pour moi de payer sa générosité, que c'était juste, qu'il était très bon avec ma famille. Étienne eut la nausée. Qu'avez-vous fait? Je lui ai dit non, que je ne faisais partie d'aucun marché. Il s'est fâché, est allé voir ma famille, leur a dit que si je ne coopérais pas, il couperait toute aide. Mon père m'a dit de lui obéir, que c'était mon obligation, qu'ils avaient beaucoup sacrifié pour moi. Mon Dieu. Alors je suis partie, enceinte de 6 mois, sans argent, sans soutien. J'ai dormi dans des foyers, travaillé au nettoyage jusqu'à ce que je ne puisse plus cacher ma grossesse, et j'ai été licenciée. Clara est née à l'hôpital public. J'ai eu des complications. La facture était de 3 000 €. 3 000 €. Je n'avais pas d'assurance. J'ai emprunté à un prêteur informel, 30% d'intérêt mensuel. Je paie depuis 6 ans. J'ai déjà payé 6 000 €. Je dois toujours 2 000 €. Voilà la dette qui l'a tue. Et le père de Clara a disparu. Je ne l'ai jamais enregistré comme père. Je ne voulais pas qu'il ait de droit sur elle. Ma famille ne me parle plus depuis 6 ans. Ils disent que je leur ai fait honte, que j'ai refusé l'aide d'un homme bien par orgueil. Léa le regarda directement. Alors oui, monsieur Beaumont. Je suis pauvre, je suis désespéré. Ma fille fait parfois la manche, et je déteste ça. Je le déteste chaque seconde de chaque jour. Satisfait? Étienne avait les larmes aux yeux. Laissez-moi vous aider. Non. Je vous donne un meilleur travail, un salaire décent, un appartement sûr. Je paie l'école de Clara, je paie votre dette. Et que voulez-vous en retour? Rien. Tout le monde veut quelque chose. Pas moi. Non. Léa se pencha en avant. Alors, il ne s'agit pas de vous sentant coupable, il ne s'agit pas de vous voulant être le sauveur, le héros riche qui sauve la femme pauvre. Il ne s'agit pas de cela. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Et après, quand vous m'aurez assez aidé, les attentes commenceront, petites au début, puis plus grandes, et un jour je me réveillerai, et je serai la propriété d'un autre homme parce que je lui dois trop. Je ne ferai jamais ça, c'est ce qu'il a dit aussi. Étienne se laissa tomber sur son siège, vaincu. Alors, que dois-je faire? Comment puis-je aider sans faire de vous ma débitrice? Vous ne pouvez pas. Il doit y avoir un moyen. Il n'y en a pas. Parce que toute aide que vous me donnez me rendra dépendante de vous, et la dépendance tue la dignité. Alors je vous laisse souffrir. Je laisse votre fille souffrir. Léa le regarda avec des yeux fatigués. Nous ne sommes pas votre responsabilité. Mais maintenant que je sais, je ne peux pas l'ignorer. C'est votre problème, pas le mien. Elle toucha sa tasse vide. Les 30 minutes sont écoulées. Léa, dites-moi une chose. Monsieur Beaumont. Sa voix était douce, presque triste maintenant. Que voulez-vous vraiment? M'aider ou vous aider vous-même à vous sentir mieux? La question le frappa comme un coup de poing. Je ne sais pas, admit-il. Honnêtement, je ne sais pas. Elle acquiesça. Au moins, vous êtes honnête. Elle se leva. Je vais démissionner. Non pas parce que vous m'avez fait quelque chose de mal, mais parce que cela, elle désigna l'espace entre eux. Ça ne peut pas continuer. Vous le sentez, je le sens, et ça finira mal. Puis-je vous demander une chose avant que vous partiez? Léa attendit. Que puis-je faire? Si je ne peux pas vous aider directement, que puis-je faire? Elle réfléchit longuement. Remarquez-nous, dit-elle finalement. Moi, Clara, Madame Rosa qui garde les enfants pour 10 € par jour, le monsieur de l'épicerie qui me vend du pain rassis, nous tous qui sommes invisibles pour des gens comme vous. Je vous vois déjà. Non, vous nous voyez encore comme un problème à résoudre. Voyez des personnes, voyez les systèmes qui ont créé cela, voyez votre propre rôle dans le maintien de ces systèmes. Elle marcha vers la porte. Étienne la suivit dehors. Le ciel commençait à s'éclaircir. Presque 6 heures du matin. Léa, elle s'arrêta. Merci pour le café, pour l'honnêteté. Prenez soin de vous, monsieur Beaumont. Vous aussi. Elle marcha vers l'arrêt de bus. Étienne resta planté sur le trottoir jusqu'à ce qu'il la voie monter et que le bus disparaisse. Puis il revint à sa voiture, conduisit, mais pas vers son appartement. Il conduisit sans but jusqu'à ce qu'il se retrouve à nouveau dans le parking souterrain de son immeuble. Il regarda vers l'entrée, 300 carrés mètres de vide. Il ne put pas entrer. Il se laissa tomber sur le siège de sa voiture et ferma les yeux. Remarquez-nous. Voyez votre propre rôle. Les mots de Léa se répétaient dans son esprit. Elle avait raison.
Son désir d'aider était autant pour lui que pour elle. Il voulait être le héros, il voulait la rédemption, il voulait se sentir mieux avec son privilège. Mais que voulait-elle? La dignité, l'autonomie, être vue comme une personne, pas comme un projet. Et il ne pouvait pas lui donner cela avec de l'argent, il ne pouvait lui donner cela avec rien de ce qu'il possédait. Étienne s'endormit dans sa voiture tandis que le soleil se levait sur Paris. Il rêva d'une fillette de 6 ans, demandant s'il y aurait des œufs demain, et il se réveilla en sachant que quelque chose devait changer, pas dans la vie de Léa. Dans la sienne, Étienne n'alla pas à son appartement pendant 3 jours. Il dormit dans des hôtels, pas les luxueux où il séjournait normalement lors de voyages d'affaires. Des hôtels simples, propres mais basiques, où les gens ordinaires séjournaient. Il voulait comprendre comment il vivait. Le 3e jour, il revint à son bureau. Léa était déjà là, nettoyant le hall comme toujours. Ils s'arrêtèrent en se voyant. « Bonjour », dit Étienne. « Bonjour, monsieur Beaumont. » Silence inconfortable. « Vous travaillez toujours ici ?» Léa leva le menton. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, que j'ai besoin de cet emploi, que démissionner par orgueil ne ferait que me blesser. Alors je reste. Je suis content, mais les choses doivent être différentes. Je sais, pas de cadeaux, pas d'aide, pas de me suivre, compris? Et si jamais vous envahissez à nouveau ma vie privée, je démissionne sans tenir compte des conséquences. Je ne le ferai pas, je vous le promets. » Léa acquiesça, lentement. « Alors, nous continuons comme avant. Je nettoie, vous travaillez, rien de plus. » Mais tous deux savaient que c'était un mensonge. Rien ne serait comme avant. Étienne recommença à arriver tôt, mais pas pour observer Léa en secret, pour lui parler. « Comment va Clara ?» demanda-t-il un mardi. Léa le regarda avec méfiance. « Bien, elle n'a plus de fièvre. »« Je suis content. » Elle continua de travailler. Étienne n'insista pas. Le lendemain, il arriva avec 2 cafés. « Je vous en ai apporté un. Sans engagement, juste vous. J'ai pensé que vous en voudriez peu. Être un. » Léa regarda le café, puis lui. « Que voulez-vous, monsieur Beaumont? Parlez comme des personnes, pas comme un patron et une employée. Nous sommes un patron et une employée. Nous sommes aussi 2 humains qui ont eu une conversation difficile il y a 3 jours, qui se sont dit des vérités. » Léa prit le café lentement. « Merci. » Ils s'assirent sur les chaises de la zone d'attente. L'immeuble était encore vide. « Pourquoi avez-vous changé ?» demanda Léa. « La plupart des gens riches ne se sentent coupables qu'une journée. Puis, ils reprennent leur vie normale. Parce que je ne peux plus m'arrêter de voir tout. L'inégalité, l'injustice, mon propre rôle dans sa perpétuation. Et que allez-vous faire à ce sujet ?» Étienne respira profondément. « Je ne sais pas encore, mais quelque chose. » Léa acquiesça. « Tant que ça ne consiste pas à me sauver moi spécifiquement. » « Pourquoi pas? Parce que j'ai besoin de me sauver moi-même, ou je ne croirai jamais que je vaux quelque chose. » Étienne commença à remarquer les autres personnes invisibles dans son monde. Le garde de nuit, Michel, 52 ans, travaillait de 22h à 6h du matin. Il dormait dans la salle de maintenance sur des cartons parce qu'il n'avait pas d'argent pour rentrer chez lui à Sarcelles, entre les quarts de travail. Étienne fit en sorte qu'il y ait un lit pliant dans la pièce. Michel pleura quand il le vit. « Merci, monsieur Étienne, que Dieu vous le rende. Ce n'est rien. Pour vous, non. Pour moi, c'est la différence entre un mal de dos qui m'empêche de dormir et pouvoir me reposer vraiment. » Le parking était tenu par Carlos, 26 ans. Il travaillait 12 heures par jour. Il mangeait un seul plat qu'il divisait en 2, déjeuner et dîner. Étienne parla à l'administrateur de l'immeuble. « Je veux que Carlos ait la nourriture incluse dans son contrat. Ce n'est pas standard. Rendez le standard. » Quand Carlos l'a pris, il chercha Étienne dans son bureau. « C'est vrai? Je vais avoir le déjeuner? Le déjeuner et le dîner. Vous travaillez 12 heures. » Carlos se mordit la lèvre, retenant ses larmes. « Je suis là depuis 2 ans. Vous êtes le premier patron à me demander si je mange assez. 2 ans. Et personne n'avait remarqué qu'il mourait de faim. » Le personnel de nettoyage était composé de 15 personnes. Étienne apprit leurs noms, leurs histoires, leurs luttes. Rose, 60 ans, arthrite aux mains. Javier, 34 ans, père de jumeaux, épouse malade. Patricia, 42 ans, soutenait sa mère atteinte d'Alzheimer, chacun invisible, jusqu'à ce qu'il décide de les voir. Il augmenta tous leur salaire de 20%. Il mit en place une véritable assurance maladie. Il établit des horaires qui leur permettaient d'être avec leur famille. Son comptable protesta. « Cela augmente les coûts d'exploitation d'1 millier d'euros par mois. Faites-le. Les investisseurs vont demander. » Qu'ils demandent. Léa commença à s'adoucir. Pas beaucoup, mais suffisamment. Un jeudi, Étienne arriva tôt. Elle nettoyait son bureau.
Puis-je vous demander quelque chose, dit-il. Ça dépend de quoi? Comment faites-vous pour ne pas haïr après tout ce que vous avez traversé? Comment n'êtes-vous pas pleine de rage? Léa arrêta de nettoyer. Qui dit que je ne le suis pas? Mais vous ne le montrez pas. Parce que la rage ne nourrit pas Clara. Elle ne paie pas le loyer. Elle ne sert à rien, sauf à me rendre plus misérable. Alors, vous la gardez? Je l'utilise pour avancer, pour ne pas abandonner. Elle le regarda. Pourquoi demandez-vous? Parce que je commence à la sentir, la rage contre l'injustice, et je ne sais pas quoi en faire. Léa sourit légèrement. Bienvenue dans le monde réel, monsieur Beaumont. Appelez-moi Étienne. Je préfère garder mes distances. Pourquoi? Parce que si je commence à vous voir comme Étienne au lieu de monsieur Beaumont, je commence à faire confiance, et la confiance m'a déjà blessé. Je comprends. Vraiment, non, admit-il. Mais je veux comprendre. Léa retourna à son nettoyage. Alors continuez de demander, continuez d'observer, mais ne vous attendez pas à ce que je vous facilite les choses. Les conversations devinrent une routine. Chaque matin café, 30 minutes de discussion avant le début de la journée de travail. Léa lui expliquait des choses qu'il n'avait jamais comprises. « Savez-vous pourquoi être pauvre coûte si cher ?» demanda-t-elle un jour. « Non. Vous ne pouvez pas acheter en gros. 1 kilo de riz coûte 2 €, mais je n'ai pas 2 €. Alors j'achète un quart de kilo pour 60 centimes. Je paye plus pour moins. Je n'y avais pas pensé. Personne n'y pense. Aussi, si vous ne payez pas l'eau à temps, on vous facture une pénalité. Si vous ne payez pas l'électricité, on vous la coupe, et ensuite, on facture la reconnexion. Les pauvres paient des amendes pour être pauvres. Étienne prenait des notes mentalement. Et le transport. Si j'avais l'argent pour la carte mensuelle, j'économiserais 30%, mais je n'ai pas 100 € supplémentaires au début du mois. Alors je paie par trajet, ce qui coûte plus cher à long terme. C'est un cercle vicieux. C'est un système conçu pour vous maintenir pauvre. Un autre matin, Étienne parla de sa propre vie. Mon ex-fiancée m'a quitté parce qu'elle a dit que j'étais émotionnellement distant. Vous l'étiez. Oui, mais je ne savais pas pourquoi jusqu'à maintenant. Et maintenant? Maintenant, je sais que je n'ai jamais appris à me connecter à rien de réel. Tout dans ma vie était transactionnel. Affaires, relations, même amitié. Tout avait un but. Et plus maintenant. Je ne sais plus ce qui a un but et ce qui n'en a pas. Tout est différent. Léa l'étudia. Vous vous réveillez. Ça fait mal. Oui, ça fait très mal. Bien. Ça signifie que vous êtes vivant. 3 semaines après la conversation au café, Léa lui posa une question inattendue. Voulez-vous rencontrer Clara? Étienne faillit s'étouffer avec son café. Vous êtes sûr? Non, mais elle demande après vous. Je lui ai dit que mon patron est gentil, que nous parlons parfois, elle est curieuse. Que lui avez-vous dit de moi? Que vous êtes une personne qui apprend à mieux voir le monde. C'est généreux. C'est la vérité. C'était un samedi après-midi. Léa l'invita dans son immeuble à La Courneuve. Étienne n'était jamais entré à l'intérieur. L'escalier était plus délabré qu'il ne l'avait vu de l'extérieur. Ça sentait l'humidité et les ordures. 4e étage. Léa ouvrit la porte. La pièce était toujours presque vide, mais il y avait de petites différences depuis la dernière fois qu'il l'avait vue. Un dessin de Clara collé au mur, 2 livres empilés à côté du matelas, une petite marmite dans le coin. Clara était assise sur le matelas, faisant ses devoirs. Elle leva les yeux en les voyant entrer. « Bonjour, maman. Bonjour, mon ciel. Je t'ai amené une visite. » Léa la prit par la main. « C'est monsieur Étienne, mon patron. » Clara l'étudia avec des yeux sérieux, trop sérieux, pour 6 ans. « Bonjour. »« Bonjour, Clara. Ta maman m'a beaucoup parlé de toi. De bonnes choses. Seulement de bonnes choses. Maman dit que vous êtes riche. »« Clara, » dit Léa. « C'est bon. » Étienne s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Oui, j'ai de l'argent, mais ta maman m'apprend que ce n'est pas le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important? Les gens, prendre soin d'eux, les voir. Vraiment. » Clara acquiesça comme si elle comprenait parfaitement. « Vous m'avez apporté quelque chose? » « Clara, » répéta Léa plus fermement. « Elle demande juste. » Étienne sourit. « Je n'ai rien apporté. J'aurais dû. Les adultes riches apportent toujours des cadeaux. Puis ils s'attendent à ce que vous soyez extra sage. Cet enfant a trop vu. Moi non. C'est bon si je suis juste venu pour te rencontrer. » Clara y réfléchit. « Je suppose. » Léa commença à cuisiner, du riz avec un œuf au plat. Étienne s'assit par terre avec Clara pendant qu'elle faisait ses devoirs de mathématiques. « Vous m'aidez avec ce problème ?» demanda-t-elle. « Bien sûr. C'était une simple addition, mais Clara l'a résolue d'une manière qu'Étienne n'attendait pas, comptant avec des bâtonnets imaginaires dans l'air. « Tu es très intelligente. Maman dit que je dois beaucoup étudier, que l'éducation est la seule façon de s'en sortir. Ta maman a raison. Tu as beaucoup étudié? » « Oui.
Je suis allé à l'université. J'irai aussi et j'achèterai une maison à maman, une avec une vraie cuisine. Le cœur d'Étienne se serra. Je parie que tu le feras. Ils mangèrent ensemble du riz avec un œuf dans des assiettes dépareillées, mais Léa l'avait cuisiné avec soin et amour. Étienne mangea chaque bouchée comme si c'était le meilleur repas qu'il ait jamais goûté, parce qu'en un sens, ça l'était. Après, Léa lava la vaisselle dans un seau. Clara se blottit contre Étienne sur le matelas, à moitié endormie. « Vous êtes gentil avec elle », dit Léa doucement. « C'est facile. C'est une enfant incroyable. Elle l'est. Malgré tout. » Étienne regarda autour de la pièce. « Puis-je demander quelque chose sans que vous vous fâchiez ? Essayez. Pourquoi n'avez-vous pas de cuisine ? La pièce est juste pour dormir. Nous partageons la cuisine et la salle de bain avec 3 autres familles. Et on vous facture 450 € par mois. Je sais ce que vous pensez. C'est cher pour ce que c'est. Mais c'est la seule chose que j'ai pu obtenir qui accepte mes antécédents. Antécédents. Expulsion antérieure. Il y a 4 ans. J'ai été sans abri pendant 3 mois. Maintenant, personne ne me loue quelque chose de décent. Clara s'endormit complètement. Léa la coucha, la couvrit d'une couverture fine. Étienne et Léa restèrent assis par terre, parlant à voix basse. « Merci de m'avoir amené, dit-il. Merci d'être venu et de ne pas avoir apporté de cadeaux chers qui auraient fait sentir mal Clara quand vous seriez parti. J'ai appris de quelqu'un de sage. » Léa sourit. C'était le premier sourire sincère qu'elle lui donnait. « Je ne vous fais toujours pas entièrement confiance. Je sais, mais je commence à croire que vous n'êtes être pas comme les autres. J'essaye de ne pas l'être. » Leurs regards se croisèrent. Quelque chose se passa entre eux, quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. Léa se leva. « Vous devriez partir. » Il se fait tard. Étienne se leva aussi. À la porte, il s'arrêta. « Léa, oui, il ne s'agit pas de vous sauver, je sais, mais je veux que vous sachiez qu'être ici, vous connaître, est en train de me sauver. » Elle ne répondit pas, mais quand il partit, il la vit sourire à nouveau. Pendant ce temps, dans un penthouse, à Neuilly-sur-Seine, Camille Leclerc vérifiait son téléphone pour la 4e fois cette nuit-là. Étienne ne répondait pas. Cela faisait 3 semaines qu'il était ainsi. Réunions annulées, appels ignorés, messages sans réponse. Quelque chose se passait. Camille n'était pas arrivée là où elle était, en étant passive. Elle engagea un détective privé. 2 jours plus tard, elle avait un rapport complet. Étienne se rendait à La Courneuve. Régulièrement. Il entrait dans un immeuble spécifique. Il y passait des heures. Camille décida de voir par elle-même. Le samedi suivant, elle le suivit. Elle se gara 3 rues plus loin. Elle le vit entrer dans l'immeuble délabré. Elle attendit 1 heure, puis entra aussi, monta au 4e étage, entendit des voix, s'approcha d'une porte spécifique. Le rideau de fortune dans la fenêtre avait un petit espace. Elle regarda à l'intérieur et vit Étienne assis par terre, une femme cuisinant, une petite fille lui montrant quelque chose. Des devoirs, peut-être. Ils avaient l'air d'une famille. Le visage de Camille se durcit, elle sortit son téléphone, prit une photo, enquêta plus. La femme s'appelait Léa Dubois, employée de ménage, mère célibataire. Alors l'idiot était tombé amoureux de la femme de ménage. Camille sourit. Non pas de joie, mais de calcul. Cela pouvait être utilisé, cela pouvait être détruit, et elle savait exactement comment le faire. Léa sut que quelque chose n'allait pas quand Pauline l'appela au bureau un lundi matin. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Léa s'assit, l'estomac serré. « J'ai fait quelque chose de mal ? » ?»« Non, votre travail est excellent, mais j'ai de mauvaises nouvelles. » Pauline respira profondément. « L'entreprise est en restructuration. Nous devons réduire le personnel de nettoyage. Votre poste a été supprimé. » Le monde s'arrêta. « Quoi ? Je suis vraiment désolé. C'est effectif immédiatement. Nous vous paierons 2 semaines d'indemnité de licenciement. Je ne comprends pas. Vous avez dit que mon travail était excellent. Il l'est, mais les décisions viennent d'en haut. Il n'y a rien que je puisse faire. » Léa se leva, les jambes tremblantes. « Puis-je parler à Monsieur Beaumont ? Il est en réunion toute la journée, mais il est déjà au courant. » Étienne savait. Étienne avait approuvé cela. Léa sortit du bureau en état de choc. Elle prit le bus vers le 17. Elle avait toujours son travail de l'après-midi. Elle avait toujours quelque chose. Elle arriva à l'immeuble résidentiel. Elle entra par la porte de service. La superviseure l'attendait. « Léa, j'ai besoin de vous parler. »« Non, non, non. Le condominium a décidé d'embaucher une entreprise de nettoyage externe. Nous n'avons plus besoin de personnel direct. Votre dernier jour est aujourd'hui. » Léa ne pouvait pas respirer. « Pourquoi ? Qu'ai-je fait ? » ?»« Rien. C'est une décision administrative. Nous vous donnerons 1 semaine de salaire. J'ai besoin de ce travail. Je suis désolé.
Je ne peux rien faire. Léa se retrouva dans la rue à 15 heures, sans emploi. Aucun des deux. Le même jour. Ça ne peut pas être une coïncidence. Elle sortit son téléphone avec des mains tremblantes. Elle appela Étienne. Messagerie vocale. Elle rappela. Messagerie vocale. Elle lui envoya un message. J'ai été licencié de mes 2 emplois le même jour. Vous avez quelque chose à voir avec ça? Il n'y eut pas de réponse. Étienne était en réunion avec des investisseurs lorsque son téléphone vibra. Il regarda le message de Léa, se leva brusquement. « Excusez-moi, urgence. » Il sortit de la salle de conférence. Appela Pauline. « Pourquoi avez-vous licencié Léa Dubois ?»« Ordre d'en haut, Monsieur Beaumont. Ressources humaines de la société. Je n'ai pas autorisé cela. C'est venu du bureau de Madame Leclerc. Camille. » Étienne raccrocha, appela Léa. Messagerie vocale. Il alla directement au bureau de Camille. Elle était assise à son bureau, examinant des documents. « Qu'as-tu fait ?» rugit Étienne. Camille leva les yeux calmement. « Bonjour à toi aussi, Léa Dubois. Tu l'as virée ?»« Ah, ça, c'était nécessaire. »« Nécessaire. Pourquoi ?»« Parce qu'elle te distrait. Parce que tu as négligé les affaires. Parce que tu es en train de tomber amoureux de la femme de ménage. Et ça, c'est un problème. » Étienne claqua la porte. « Tu n'as pas le droit. J'ai tout le droit. Je suis ton associé et je te protège de toi-même. » Protéger. Oui, de faire une bêtise, de ruiner ta réputation, de gaspiller ton potentiel sur une femme qui ne veut que ton argent. Elle ne veut pas de mon argent. Elle a refusé mon argent encore et encore. Pour l'instant, mais elle finira par te manipuler. C'est ce qu'elles font. Étienne sentit une rage pure. Tu ne la connais pas. Je connais son genre. Pauvre, désespéré, avec une fille. L'hameçon parfait pour un homme comme toi, qui a besoin de se sentir héros. Rends-lui son travail. Non. Camille, écoute-moi bien. Étienne se leva. Cette femme et sa bâtarde te détruisent. En 3 mois, tu as tout changé. Salaires augmentés, avantages absurdes, refus de projets lucratifs. Les investisseurs sont inquiets. Qu'ils s'inquiètent. Tu es trop précieux pour te gaspiller là-dedans. En elle. Ce n'est pas ta décision. En tant que ton associé, ça l'est. Étienne respira profondément. Alors, nous ne sommes plus associés. Camille cligna des yeux. Pardon? Je veux que tu quittes l'entreprise. Je rachète ta participation. Nomme ton prix. Tu es fou. Nomme ton prix. 15 millions d'euros. Le triple de la valeur réelle. C'est fait. Camille resta sans voix. Tu es prêt à perdre 15 millions d'euros pour une femme de ménage? Je suis prêt à payer 15 millions d'euros pour me débarrasser de quelqu'un qui croit pouvoir contrôler ma vie. Tu le regretteras. Je le regrette déjà, d'avoir toléré autant de temps. Étienne sortit en claquant la porte, mais le mal était déjà fait. Léa n'avait plus de travail. Léa ne dit rien à Clara. Elle continua immédiatement la routine. Elle se réveilla à 5 heures, prépara Clara pour l'école, la laissa avec Madame Rosa, mais au lieu d'aller travailler, elle alla chercher un emploi. Première agence de nettoyage. Référence. Mon employeur a fermé. Elle mentit. Sans référence, nous ne pouvons pas vous embaucher. Deuxième agence. Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi? Réduction de personnel. Nous devons vérifier cela. Laissez-nous votre numéro. Ils n'appelèrent pas. 3e, 4e, 5e agence. La même histoire. Au 3e jour, elle avait postulé à 23 endroits. Aucune réponse. Léa vérifia son argent. 68 euros, c'était tout ce qu'elle avait. Le loyer. 450 euros. Elle devait déjà 2 mois, 900 euros. Le propriétaire avait accepté un plan de paiement si elle mettait 100 euros. Maintenant, elle n'avait pas 100 euros. Le prêteur, 300 euros, ce mois-ci. Elle était déjà en retard d'1 semaine. Les intérêts supplémentaires la tueraient. Madame Rosa, 10 euros par jour. Elle devait 3 jours, 30 euros, nourriture. Elle avait besoin d'au moins 50 euros pour la semaine. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour rien. Étienne l'appelait constamment, elle ne répondait pas. Il lui envoyait des messages. « Léa, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Je ne savais pas ce que Camille ferait. Je vous rendrai votre travail. Camille n'est plus dans l'entreprise. S'il vous plaît, parlez-moi. » Léa ne répondit pas. « Tu m'as utilisé, tu m'as transformé en ton projet de charité, et quand ça s'est compliqué, tu as laissé qu'on me détruise. Ce n'était pas juste. Une partie d'elle le savait, mais le désespoir n'était pas juste. » Le 4e jour sans emploi, le propriétaire frappa à sa porte. « Madame Dubois, Monsieur Riquelme, je vous apporte de l'argent demain. Je vous le promets. Je ne peux plus attendre. Vous avez 2 mois de retard.
Je vous ai donné votre chance, mais payez ce que vous devez demain ou je vous expulse vendredi. S'il vous plaît, juste une semaine de plus. Non, demain ou vendredi. C'est votre choix. » Il partit. Clara était assise sur le matelas, écoutant tout. « Maman, ils vont nous virer !» Léa força un sourire. « Non, mon ciel. Maman va arranger ça. » « Mais comment ?» Cette nuit-là, Léa compta son argent à nouveau. 68 €. Ça ne couvrait même pas ce qu'elle devait à Madame Rosa et au prêteur, et il n'y avait pas de nourriture pour la semaine. Elle cuisina le dernier reste qu'elle avait, un peu de riz sans œufs, sans rien. Clara le mangea sans se plaindre. « Il y aura des œufs demain ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Léa ne put répondre. Vendredi matin, le jour de l'expulsion, Léa avait épuisé toutes les options. Personne ne l'embaucherait sans référence. Le prêteur menaçait d'action en justice. Le propriétaire laissa l'avis d'expulsion sous sa porte. « Vous avez jusqu'à 16 heures pour quitter les lieux. » Léa regarda Clara dormir sur le matelas. Quel genre de mère laisse cela arriver? Étienne avait laissé 17 messages. Elle n'avait répondu à aucun. Son orgueil lui avait coûté tout. Son orgueil et la cruauté d'une femme riche qui la voyait comme une menace. À 15 heures, Léa emballa ce qu'elle possédait dans 2 sacs en plastique. Vêtements, les cahiers de Clara, le seul jouet qu'elle avait, une peluche usée. C'était tout ce qu'elle possédait au monde. Clara pleurait en silence. « Où allons-nous, maman ?»« Je ne sais pas, mon amour, mais ensemble. »« Oui, toujours ensemble. » Elles sortirent de l'immeuble à 6 heures pile. Léa n'avait pas de plan, pas d'argent pour un hôtel, pas de famille qui les accepterait. Elles marchèrent sans but, terminèrent au métro. Ligne 1, heure de pointe. Léa s'assit par terre contre une colonne. Clara à côté d'elle. Pour la première fois en 6 ans, Léa fit quelque chose qu'elle avait juré de ne jamais faire. Elle sortit un morceau de carton qu'elle trouva dans la poubelle. Elle sortit un marqueur que Clara utilisait pour ses devoirs. Elle écrivit avec des mains tremblantes. Aide pour une enfant, n'importe quoi aide. Elle posa le carton devant elle, posa le gobelet en carton de Clara, par terre, et attendit. Les gens passaient. Certains regardaient, la plupart non. Un homme laissa 1 euro. Une femme, 50 centimes. Clara sanglotait. « Maman, je ne veux pas faire ça. Moi non plus, mon ciel, mais nous n'avons pas le choix. » Léa ferma les yeux. Les larmes coulaient sur ses joues. C'est le plus bas. C'est le fond. Et c'est ma faute d'être orgueilleuse, d'avoir repoussé la seule aide que j'avais. Elle ne sut pas combien de temps s'écoula, mais soudain, elle entendit une voix familière. Léa ouvrit les yeux. Étienne était debout devant elle, son visage dévasté. Il avait les larmes aux yeux. Mon Dieu, Léa. Elle ne pouvait pas parler. La honte était trop grande. Étienne s'agenouilla, puis s'assit par terre à côté d'elle. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je suis tellement désolé. C'est ma faute. Non, c'est la mienne d'être têtue, de t'avoir repoussé. C'est la faute de Camille et la mienne de ne pas t'avoir protégé. » Étienne pleura ouvertement. Peu lui importait qui le voyait. Léa pleura aussi. Clara se blottit entre eux, pleurant. Les 3 assis par terre dans le métro, brisés mais ensemble. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» demanda Étienne. « 3 heures. »« Vous avez où loger ?» Léa secoua la tête. « Ils nous ont expulsés aujourd'hui. Tout ce que nous avons est dans ces sacs. » Étienne regarda les 2 sacs en plastique. Toute une vie réduite à cela. « Venez avec moi. Je ne peux pas accepter. » Léa, sa voix se brisa. « S'il vous plaît, il ne s'agit plus d'orgueil. Il s'agit de Clara. Il s'agit de survivre. » Léa regarda sa fille épuisée, affamée, effrayée. Son orgueil avait causé cela. Son orgueil avait failli lui coûter tout. « D'accord, » murmura-t-elle. « D'accord. » Étienne les aida à se lever, prit les sacs. Le gobelet en carton avait des pièces. Léa le rangea. Chaque centime comptait. Ils sortirent du métro ensemble. La nuit était tombée sur Paris. Et Léa sentit pour la première fois en 6 ans que peut-être elle n'avait pas à tout porter seule. Peut-être que se rendre n'était pas une faiblesse. Peut-être qu'accepter de l'aide ne la rendait pas moins. Peut-être que survivre était suffisamment courageux. L'hôtel n'était pas luxueux. Étienne les emmena dans un endroit simple, à Vincennes, propre, sûr, avec des lits confortables et une salle de bain privée. Pour Léa et Clara, c'était un palais. « Restez le temps qu'il faudra », dit Étienne. « J'ai payé 1 mois d'avance. » Léa s'assit sur le lit, touchant les draps propres comme si elle ne pouvait pas croire qu'ils étaient réels. « Je ne sais pas comment vous rembourser. Ne me remboursez pas, juste reposez-vous. Demain, nous penserons à la prochaine étape. » Mais Étienne ne partit pas. Il resta dans le hall de l'hôtel sur un fauteuil inconfortable jusqu'à 3 heures du matin parce qu'il ne pouvait pas partir.
Il ne pouvait pas retourner à son appartement vide, sachant qu'elles avaient été dans la rue. À 7 heures du matin, il frappa à la porte de leur chambre. Léa ouvrit. Elle portait toujours les mêmes vêtements que la veille. « Vous avez dormi ?» demanda-t-il. « Un peu. Clara a dormi toute la nuit. Je crois que c'est la première fois depuis des mois qu'elle dort bien. Vous avez déjeuné ? Pas encore. Allons-y, je vous invite. » Dans la cafétéria de l'hôtel, Étienne les regarda manger. Léa lentement, comme si elle avait peur que la nourriture disparaisse. Clara affamée mais essayant d'avoir de bonnes manières. « J'ai besoin de savoir ce dont vous avez besoin, » dit Étienne. « Vraiment, sans orgueil. Dites-le-moi juste. » Léa le regarda longuement. « Du travail. J'ai besoin de travail. Je vous rends votre poste. » « Non, je ne veux pas retourner là-bas. Pas après tout ça. »« Alors, quoi ?» Léa respira profondément. « Je veux un travail où l'on me traite comme une personne, où je puisse être avec Clara, où je n'ai pas à choisir entre la dignité et la survie. Et si je vous disais que je peux vous donner cela, je dirais que cela semble trop beau pour être vrai. Donnez-moi une semaine, juste une semaine. Laissez-moi essayer quelque chose. » Léa acquiesça lentement. « Une semaine, mais si c'est de la charité, ce ne sera pas de la charité. Ce sera un vrai travail, avec un vrai salaire. Je vous le promets. » Étienne ne dormit pas pendant les 4 jours suivants. Il mit son appartement en vente, 300 carrés mètres à Neuilly. Il fut vendu en 72 heures pour 5 millions d'euros. Il acheta un appartement simple à Vincennes, 2 chambres, 120 carrés mètres. Il coûta 500 000 euros. Il lui restait 2 millions d'euros, plus les 15 millions d'euros qu'il devrait payer à Camille. Peu importe, l'argent n'est que de l'argent. Il engagea un avocat spécialisé en droit du travail, un comptable, un spécialiste en entreprise sociale. « Je veux créer une entreprise de nettoyage et d'entretien », leur dit-il, mais différente, avec des salaires décents, des horaires raisonnables, une garderie pour les enfants des employés, de vrais avantages sociaux. « Cela réduit significativement les bénéfices », dit le comptable. « Les bénéfices énormes ne m'intéressent pas. Ce qui m'importe, c'est que ce soit durable. Et si ce n'est pas rentable, alors je le rendrai rentable. J'utiliserai mes contacts pour obtenir des contrats, des immeubles de bureaux, des condominiums, des bureaux, des gens qui peuvent payer des tarifs justes. » L'avocat acquiesça. « C'est possible, mais vous avez besoin de capital initial, d'équipement, de formation, d'assurance. J'ai 2 millions d'euros. Utilisez-les. » 3 jours plus tard, il avait une entreprise enregistrée. Dignité, services intégraux. Il n'aimait pas le nom, ça sonnait prétentieux, mais l'avocat dit que ça projetait les bonnes valeurs. Qu'il en soit ainsi. Il chercha des employés. Il commença avec le personnel qu'il avait connu dans son immeuble précédent. Michel le garde de nuit, Rose avec l'arthrite, Patricia qui prenait soin de sa mère. Je vous offre 1300 euros, net par mois. Horaire de 8 heures, assurance maladie, garderie si vous avez des jeunes enfants. Tous acceptèrent. Certains pleurèrent. Étienne embaucha 30 personnes le premier mois, puis il appela Léa. « J'ai besoin de votre aide », lui dit-il à l'hôtel. « Mon aide ? J'ai créé une entreprise de nettoyage, mais je veux qu'elle soit différente, qu'elle traite bien les gens, et je ne sais pas comment faire sans quelqu'un qui comprenne ce dont les travailleurs ont réellement besoin. » Léa fronça les sourcils. « Qu'êtes-vous en train de dire ? Que vous travaillez avec moi, non pas au nettoyage, mais à la formation, à l'enseignement aux autres, en étant la voix des employés. Je n'ai pas d'éducation formelle pour ça. Vous avez 6 ans d'expérience à survivre. Ce que le système fait aux travailleurs pauvres, ça vaut plus que n'importe quel diplôme. Combien paieriez-vous ? 1500 euros, par mois pour commencer. Ça augmentera lorsque l'entreprise grandira. » Léa ouvrit de grands yeux. « C'est plus du double de ce que je gagnais dans mes 2 emplois. C'est ce que vous valez, Léa. Et il y a la garderie. Clara peut être là pendant que vous travaillez, de 8h à 10 à 8h, avec supervision, repas, aide aux devoirs. » Les larmes remplirent les yeux de Léa. « Pourquoi faites-vous ça ? Parce que j'ai appris de vous. J'ai appris que le système est brisé, et au lieu de juste me sentir coupable, je veux construire quelque chose de mieux. Et si ça échoue, alors nous échouerons ensemble. Qu'en dites-vous » Léa réfléchit. Pour la première fois, il n'y avait pas d'orgueil défensif dans son expression, juste une considération sincère. Une condition. « Dites-moi, vous me traitez comme une employée, comme une égale, pas comme votre projet de rédemption, pas comme la femme pauvre que vous avez sauvée. Fait. Et si jamais je sens que je suis votre mascotte de charité, je démissionne sans préavis. » Entendu. Léa tendit la main. « Alors j'accepte. » Ils se serrèrent la main. Formel.
professionnelle. Mais quelque chose d'autre se passa à ce moment-là. Une reconnaissance mutuelle, un partenariat, un commencement. Les premiers mois furent chaotiques. Léa découvrit qu'elle était douée pour ça. Très douée. Elle comprenait les employés. Elle savait quand quelqu'un était épuisé et avait besoin d'un jour de congé. Elle savait quand quelqu'un avait des problèmes à la maison et avait besoin de flexibilité. Elle créa un système de car qui permettait aux mères d'être avec leurs enfants après l'école. Elle mit en place une formation en sécurité au travail. Elle établit des protocoles pour signaler les abus des clients. Étienne gérait le côté commercial. Il utilisa tous ses contacts. « Vous avez besoin de nettoyage », disait-il au PDG qu'il connaissait. « Je vous offre un service de qualité, des employés bien traités, bien payés. Oui, ça coûte 20% de plus que la concurrence. Mais vous n'aurez pas de rotation constante, vous n'aurez pas de problème juridique, vous aurez des gens qui prennent vraiment soin de votre espace. » Ça fonctionna. Le premier mois, 5 contrats. Le troisième mois, 15. Le sixième mois, 25. Ils embauchèrent plus de gens, 40 employés, puis 45. L'entreprise générait un bénéfice modeste, mais constant. « Nous sommes en positif », dit le comptable lors de la réunion de fin d'année. Ce ne sont pas des bénéfices énormes, mais c'est durable. Étienne regarda Léa de l'autre côté de la table. Elle avait changé. Elle était toujours mince, mais plus émaciée. L'épuisement chronique avait disparu de ses yeux. Elle portait des vêtements simples mais propres, achetés neufs, et elle souriait. Pas beaucoup, mais suffisamment. « Bon travail », lui dit-il après la réunion. « Bon travail, vous aussi. Ça n'aurait pas fonctionné sans vous, ni sans vous. » Leurs regards se croisèrent, l'air entre eux chargé de quelque chose sans nom. Léa rompit le contact visuel. « Je dois d'abord aller chercher Clara à la garderie. »« Bien sûr, à demain. » Mais Étienne ne voulait pas qu'elle parte. Il voulait. Quoi? Que voulait-il exactement? Je la veux, elle tout entière, non pas comme un projet, comme une partenaire, comme une égale, comme un amour. Mais il ne pouvait pas le dire. Pas encore. Pas tant qu'il y avait un déséquilibre de pouvoir entre eux. 6 mois après la crise, Léa et Clara déménagèrent dans leur propre appartement. Petit, 2 chambres à Vincennes, mais c'était le leur. Léa le payait avec son propre salaire. Étienne avait offert d'aider. Elle avait refusé. « J'ai besoin de faire ça seule. »« Je comprends, mais tu peux m'aider à installer les rideaux ?» Alors Étienne passa un samedi à installer des rideaux, à monter des meubles Ikea, à accrocher des tableaux. Clara courait dans l'appartement avec une joie pure. « Maman, nous avons une cuisine, une vraie cuisine. »« Oui, mon amour. Et je peux avoir mon propre lit. »« Oui, nous ne partageons plus le matelas. » Clara serra Léa fort dans ses bras. « Nous ne retournerons jamais dans la rue. Jamais, mon cœur, je te le promets. » Cette nuit-là, après que Clara se fut endormie dans son nouveau lit, Léa et Étienne s'assirent sur le petit balcon. « Merci, dit-elle, pour tout. Ne me remercie pas, tu m'as donné plus que je ne t'ai donné. Qu'est-ce que je t'ai donné? Un but, une perspective, une raison de me réveiller, qui n'est pas d'accumuler plus d'argent. » Léa sourit. « Tu as l'air différent de l'homme qui m'a offert un 20 € de pourboire il y a 1 an. Je suis différent, tu m'as changé. » « Je ne t'ai pas changé. Tu t'es changé toi-même. Je t'ai juste montré ce que tu ne voulais pas voir. » Étienne se tourna vers elle. « Léa, oui, je dois te dire quelque chose. » Elle attendit. « Je suis en train de tomber amoureux de toi. » Le silence s'étira. Léa regardait vers la ville. « Ne dis pas ça, » murmura-t-elle finalement. « Pourquoi pas? Parce que je travaille toujours pour toi. Parce qu'il y a toujours un déséquilibre. Parce que je ne peux pas être sûr si ce que je ressens est réel ou si c'est de la gratitude. Alors, donne-moi du temps. Donne-moi du temps pour te prouver que cela ne concerne pas le pouvoir, que cela concerne 2 personnes qui se sont rencontrées au pire moment possible et se sont améliorées. » Léa le regarda, les larmes aux yeux. « Demande-moi dans 6 mois, quand les choses seront plus stables, et je te répondrai. » C'était peu, être suffisant. 3 mois plus tard, Léa reçut un appel. « Madame Dubois, je suis de Service Facilities France. Nous avons vu votre profil. Nous aimerions vous offrir un poste de direction. » Léa faillit laisser tomber le téléphone. « Pardon ? Directrice des opérations. Vous superviseriez une équipe de 30 personnes, salaire de 2000 € net par mois. Comment avez-vous su pour moi? Votre réputation dans l'industrie. Nous avons entendu parler du modèle de dignité servicée. Nous voulons mettre en place quelque chose de similaire. » Léa ne savait pas quoi dire. « Puis-je y réfléchir? »« Bien sûr. Appelez-nous quand vous aurez décidé. » Elle raccrocha sous le choc. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Une entreprise complètement différente. Plus d'argent. Preuve que je vaux par moi-même. Mais ça signifie laisser Étienne.
Laissez l'entreprise que nous avons construite ensemble. Le lendemain matin, elle lui raconta. Elle s'attendait à ce qu'il se fâche ou soit triste. Au lieu de cela, il sourit. C'est incroyable, Léa. Tu n'es pas fâchée? Fâchée? Je suis fier, mais ça signifie que je pars. Ça signifie que tu as réussi, qu'une entreprise externe te veut, non pas à cause de moi, à cause de toi. Je ne sais pas si je devrais accepter. Étienne prit ses mains. Léa, ces 9 derniers mois ont été les meilleurs de ma vie. Et oui, je suis profondément amoureux de toi. Mais je ne suis pas tombé amoureux de toi pour que tu aies besoin de moi. Je suis tombé amoureux de toi parce que tu n'as jamais eu besoin de moi, parce que tu es forte et fière et capable. Léa, accepte le travail. Prouve-toi à toi-même ce que je sais déjà, que tu es brillante, que tu mérites tout, et que tu iras loin avec ou sans moi. Les larmes coulaient sur les joues de Léa. Et nous? S'il y a un nous, ça survivra, que tu travailles ailleurs. Et si ça ne survit pas, alors ça n'était pas assez fort pour commencer. Léa se lança vers lui, le serra fort dans ses bras. Merci de ne pas me retenir, de me laisser voler. Toujours, Léa, toujours. Ils s'embrassèrent. Ce n'était pas leur premier baiser. Cela s'était produit 1 mois auparavant, tard dans la nuit au bureau après une fête d'entreprise. Mais c'était le premier qui se sentait complètement égal, sans déséquilibre, sans dette, sans gratitude confuse. Juste 2 personnes qui s'étaient rencontrées dans l'obscurité la plus totale et ensemble avaient trouvé la lumière. 2 semaines plus tard, Léa eut son premier jour chez Service Facilities France. Étienne la conduisit dans sa voiture. « Tu es nerveuse ?» dit-il, terrifié. « Tu vas être incroyable. Comment le sais-tu? Parce que je te connais et je sais ce que tu vaux. » Il la laissa devant l'immeuble. Avant de descendre, Léa l'embrassa. « Je te vois ce soir. Dîner chez moi. J'y serai. » Léa entra dans l'immeuble, la tête haute. Étienne la vit disparaître, ressentant fierté et amour à parts égales. Son téléphone vibra, un message d'elle. « Merci de m'avoir vu, de m'avoir attendu, de m'avoir aimé sans essayer de me sauver. » Étienne sourit et répondit « Merci à toi de m'avoir réveillé, de m'avoir appris, de me laisser t'aimer de la bonne manière. » Il conduisit vers son bureau en pensant au chemin qu'ils avaient parcouru, de patrons et employés invisibles, à 2 personnes se détruisant, à 2 personnes se reconstruisant, à 2 personnes se tenant enfin comme des égales. Le chemin avait été brutal, humiliant, douloureux, mais il les avait transformés tous les 2, et maintenant ils pouvaient enfin commencer pour de vrai, non pas comme sauveurs et sauvés, mais comme 2 personnes qui avaient survécu à l'obscurité et choisi la lumière. Ensemble, la pluie tombait sur Paris, tout comme cette nuit-là, il y a 18 mois, mais tout le reste avait changé. Léa marchait dans les rues mouillées de Bingsen, sa main entrelacée avec celle de Clara. Étienne marchait de l'autre côté de la petite, portant les sacs de l'épicerie. « Je peux aider, Étienne ?» demanda Clara. « Bien sûr, princesse. Prends celui-ci, il n'est pas trop lourd. » Clara prit un sac avec fierté. À 7 ans, elle avait grandi. Elle était toujours mince, mais maintenant avec la complexion saine d'une enfant bien nourrie. Léa regarda Étienne par-dessus la tête de Clara. Il lui fit un clin d'œil. Comme les choses ont changé, ils arrivèrent à l'immeuble où ils vivaient. Un immeuble simple, mais bien entretenu à Vincennes. Appartement de 2 chambres au 3e étage. Léa payait la moitié du loyer. Elle avait insisté quand ils avaient décidé de vivre ensemble il y a 6 mois. « Si nous faisons cela, » avait-elle dit, « nous le faisons en tant que partenaires égaux. » Étienne avait accepté sans discuter. Ils montèrent les escaliers. Clara courait devant, excitée. « Je vais faire mes devoirs avant le dîner. Qui es-tu et qu'as-tu fait à ma fille ?» plaisanta Léa. « J'aime l'école maintenant, maman. Mademoiselle Claudia dit que je suis très bonne en maths. » Léa sentit l'étreinte familière dans sa poitrine, fierté mêlée de soulagement. Clara fréquentait une école publique de qualité à Vincennes. Pas privée, pas élitiste, mais bonne. Avec des professeurs dévoués et des ressources décentes, et Léa la payait elle-même. Scolarité, matériel, uniforme, tout avec son salaire. À l'intérieur de l'appartement, Étienne commença à ranger les courses tandis que Léa changeait ses vêtements de travail. Au cours de la dernière année et demie, sa vie s'était complètement transformée. Léa gérait maintenant une équipe de 30 personnes chez Service Facilities France. Elle avait commencé avec 15. En 6 mois, elle doubla l'efficacité du département et on lui assigna plus de personnel. Son patron venait de lui offrir une autre promotion. Directrice régionale, 45 personnes sous sa supervision, 2500 € net par mois. Elle n'arrivait toujours pas à croire que ces chiffres étaient réels. Étienne continuait de diriger Dignité Services Intégraux. L'entreprise employait maintenant 45 personnes
générait des bénéfices modestes, mais constants. Il n'était pas riche comme avant, il vivait confortablement, mais sans luxes excessifs, et il était plus heureux qu'il ne l'avait été de toute sa vie. « Que cuisinons-nous » demanda Léa en sortant de la chambre en jean et sweat. « J'ai pensé à des pâtes, simples mais bonnes. »« Parfait, je fais la sauce. » Ils cuisinaient ensemble dans la petite cuisine. Étienne coupant les légumes, Léa préparant la sauce tomate, se déplaçant l'un autour de l'autre avec l'aisance de la pratique. Clara faisait ses devoirs sur la table de la salle à manger, une vraie table, avec de vraies chaises. « Étienne, tu m'aides avec ce problème ?» appela-t-elle. Il s'essuya les mains, alla s'asseoir à côté d'elle. Léa les observa pendant qu'elle cuisinait. L'homme qui avait été son patron, puis son sauveur non désiré, puis son partenaire, maintenant son compagnon, expliquant des fractions à sa fille avec une patience infinie. « Tu vois, si tu divises le gâteau en 4 parties et que tu en manges 2, quelle fraction as-tu mangé ?»« 2 quarts, dit Clara triomphante. « Exact. Et cela peut être simplifié. 1 demi. Parfait. Tu es très intelligente. » Clara rayonna du compliment. Léa sentit des larmes lui piquer les yeux. De bonheur cette fois, non de désespoir. Il y a 18 mois, nous étions par terre dans un métro à faire la manche. Et maintenant, regarde où nous sommes. Après le dîner, ils firent la vaisselle ensemble. Étienne lavait, Léa séchait, Clara rangeait. Un système, une famille. Clara alla se doucher. Léa prépara ses vêtements pour le lendemain. Quand la petite fut endormie dans son propre lit, dans sa propre chambre, Léa et Étienne sortirent sur le petit balcon. La pluie avait cessé. La ville brillait sous les lumières nocturnes. « À quoi penses-tu » demanda Léa. Étienne l'entoura de son bras. « À cette nuit-là, il y a 18 mois, quand je t'ai suivi et que j'ai vu où tu vivais. La nuit des larmes. Oui. J'ai pleuré dans ma voiture pendant 1 heure. J'ai pensé que témoigner de ta souffrance était la fin de quelque chose, la fin de mon ignorance. Et c'était le début de l'éveil, de voir, de vivre vraiment pour la première fois en 36 ans. » Léa se blottit contre lui. « J'ai aussi pensé que cette nuit-là était une fin, que tu m'avais volé ma vie privée, ma dignité. Je l'ai fait, je ne peux pas changer ça. Non, mais ce que tu as fait après, la façon dont tu m'as écouté, dont tu t'es laissé changer, dont tu as construit quelque chose fois avec fois moi au lieu de fois pour fois moi, ça a tout changé. » Étienne embrassa sa tête. « Tu sais ce qui est le plus ironique ? Quoi ? Je pensais que tu avais besoin d'être sauvé, mais c'est toi qui m'as sauvé. » Léa rit doucement. « Je ne t'ai pas sauvé, Étienne. Je t'ai vu, tout comme tu m'as vu. C'est ce qui a tout changé. Quelqu'un nous a enfin vus. » Ils restèrent silencieux, regardant la ville. « L'entreprise grandit, » dit Étienne après un moment. « Michel veut ouvrir une succursale à Marseille. » Michel Legarde, ex-garde, maintenant directeur des opérations. Il s'avère qu'il a un talent incroyable pour la logistique. Je suis contente pour lui. Et Rose est sur le point de prendre sa retraite, mais elle veut d'abord former sa remplaçante. Elle dit que personne ne devrait faire ce travail sans savoir comment prendre soin de ses mains. Léa sourit. « Et toi, tu es heureux ?» Étienne la regarda. « Je suis plus qu'heureux. J'ai un travail qui compte. J'ai une partenaire qui me défie et me rend meilleur. J'ai une petite fille qui me fait rire tous les jours. Nous ne sommes pas parfaits. Non, mais nous sommes réels et nous sommes nôtres. Tu penses toujours à Camille, à tout ce que tu as perdu. Parfois, mais pas avec regret. J'ai payé 15 millions d'euros pour mon intégrité. Ce fut le meilleur investissement que j'ai fait. Tu sais ce qu'elle a fait ? Non. Et je m'en fiche. Léa acquiesça. Ma promotion est officielle la semaine prochaine. Je sais. Je suis tellement fier de toi. J'ai peur. Plus de responsabilités, plus de gens qui dépendent de moi. Tu vas être incroyable comme toujours. Et si j'échoue ? Alors tu échoues et tu te relèves, comme tu l'as toujours fait. Léa se tourna pour le regarder de face. Je t'aime. Je ne sais pas si je te l'ai assez dit, mais je t'aime. Non pas pour ce que tu as fait pour moi, mais pour qui tu es devenu. Je t'aime aussi, pour exactement les mêmes raisons. Ils s'embrassèrent sous les étoiles de Paris. À l'intérieur de l'appartement, Clara rêvait d'être scientifique ou médecin ou enseignante. Elle n'avait pas encore décidé, mais elle savait qu'elle pouvait tout faire, parce que sa maman lui disait tous les jours qu'elle était intelligente, capable, précieuse, parce qu'elle avait enfin la stabilité, la sécurité, l'amour, parce que 2 adultes brisés avaient décidé de guérir ensemble et de créer quelque chose de beau à partir des cendres. Dans son bureau à Neuilly-sur-Seine, Camille Leclerc lisait un article sur Dignité Services Intégraux dans un magazine d'affaires. Modèle innovant alliant rentabilité et justice sociale. Elle jeta le magazine à la poubelle. Étienne avait choisi, et il ne l'avait pas choisi. Elle. Ah,
Marseille, Madame Rose enseignait à une nouvelle employée comment nettoyer sans se détruire les mains. Utilise toujours des gants et de la crème tous les soirs. Ton corps est ton outil, prends-en soin. À l'école de Clara, la professeure appela Léa pour lui dire que sa fille s'était qualifiée pour le programme de mathématiques avancées. Elle a un talent exceptionnel. Avec du soutien, elle pourrait aller très loin. Léa pleura de joie dans son bureau. Et sur un balcon à Vincennes, 2 personnes qui s'étaient rencontrées dans l'obscurité la plus profonde regardaient vers l'avenir avec espoir. Ce n'était pas parfait. Il y avait toujours des luttes, des factures à payer, des dettes à régler, mais c'était le leur, construit sur le respect mutuel, sur l'amour gagné, sur le choix quotidien de se voir l'un l'autre comme des êtres humains complets. Étienne pensa à l'homme qu'il avait été il y a 18 mois, riche mais vide, réussi mais endormi. Léa pensa à la femme qu'elle avait été, survivant mais ne vivant pas, fière mais seule. Tous deux étaient morts, et de ces morts étaient nées de nouvelles personnes, plus sages, plus humbles, plus complètes. Le chemin avait été brutal. Il avait fallu qu'ils perdent tout pour gagner ce qui comptait vraiment. Mais maintenant, debout ensemble sous les étoiles, ils savaient que chaque larme, chaque honte, chaque moment de désespoir en avait valu la peine. Parce que cela les avait amenés ici, à ce moment, à cette vie, à cet amour. Et c'était suffisant, plus que suffisant, c'était tout.